un besoin incessant d'être un autre, plusieurs autres. En effet, initiateur de l'aventure contre-encyclopédique des Cahiers de Lerne, polémiste chargeant les Philistins, gaulliste irrégulier, écrivain, stratège, lecteur, Dominique de Roux ne fut pas l'homme d'une seule cause ni d'une seule voie, mais il menait de front, de manière parallèle, tous ses engagements. Le dernier hommage à Dominique de Roux s'était tenu en 1998 à l'occasion de la sortie du dossiage qui lui a été consacré. Donc la revue Éléments et l'association Exil a décidé d'organiser cet hommage en présence de Jacqueline de Roux et de Pierre-Guillaume de Roux, de Gabriel Maznev, de François Bousquet, de Laurent Champ, de Pascal Sigoda, de Didier Da Silva. Écrire, éditer, faire éditer, mener un combat politique et métapolitique, interroger les convulsions de son époque, était pour lui une seule et même action, avec ce souci essentiel, écrivait-il, de briser les formes mortes pour retrouver la fraternité sanguine du monde. 40 ans après sa disparition, c'était un moment de ferveur, une belle mise au point, un rappel, et surtout faire en sorte que l'écrivain puisse toucher une nouvelle génération. Je crois que c'est le cas, il est lu par des gens de plus en plus jeunes, et si ce colloque pouvait contribuer à opérer un peu plus cette transmission, eh bien ça serait magnifique, et je crois que ça sera le cas. C'est une vie, rappelons-le, une vie courte, donc tout se joue très très vite. C'est une vie qui se consume. Il y a du monde, beaucoup de monde, et c'est très encourageant, et plus qu'encourageant, puisque c'est la preuve que Dominique de Roux n'est pas mort. En réalité, toute la relation, en tout cas la mienne avec Dominique de Roux, tient à cette question que Dominique de Roux est vivant. Je me demande souvent si Dominique de Roux est le fils prodigue des lettres françaises, mais c'est un fils prodigue sans l'épilogue et sans le dénouement heureux des évangiles. Ce que aurait été la littérature française et l'édition si de Roux avait survécu à sa 41e année, puisqu'il a été mort foudroyé d'une crise cardiaque. Est-ce qu'il aurait sauvé l'édition? Je ne crois pas qu'il aurait sauvé l'édition. L'édition est perdue depuis très longtemps. Et peut-être aurait-il pu sauver la littérature. Lui qui était un grand écrivain présocratique, un écrivain héraclitéen, qui avait le génie de la concision, de la concrétion, de la formule. Et je crois qu'il nous a rapporté beaucoup de choses. Et le succès de ce colloque montre qu'il est toujours parmi nous et que nous allons parachever son combat. Et à travers toutes ces actions, tous ces engagements, toutes ces métamorphoses, on peut dire que Lerne, cette grande Lerne mythologique, l'aura suivi. Il crée Exil avec le fameux H, c'était sa lettre fétiche, et il va enfin terminera en créant les dossiers H. Et ce H, cette Lerne, il va la trimballer de la table ronde au début des années 60, cette table ronde qui verra les débuts de Gabriel Maznev, puisque le défi paraît en 1965 sous la houlette du merveilleux Roland Lodenbach. Dominique de Roux, moi j'ai découvert il y a un quart de siècle, il y a 25 ans. Je ne sais plus si c'est Jean Edernalier qui a été son ami, ou Dimitrievitch qui a été son éditeur et son ami qui me l'ont fait découvrir. Et depuis 25 ans, il m'accompagne. Parce que je m'interroge toujours sur la faculté de Roux à porter une parole. C'est un dynamiteur de Roux. C'était non seulement un éclaireur, mais également un dynamiteur. Il avait une capacité à dynamiter une édition qui est moribonde et morte en France. Et puis ensuite, ça sera les éditions de Christian Bourgois, 10-18, L'Âge d'Homme évidemment, avec une nouvelle amitié très importante, celle de Dimitrievitch. Et on peut dire qu'il scellera les débuts de L'Âge d'Homme en lui offrant le Pétersbourg de Vielle. Je ne suis pas d'une nature très collocative, comme disait Pierre Boutan, mais justement, je suis peut-être bien placé pour dire tout le bien que je pense de ce colloque, qui m'a semblé le contraire de ce qu'on appelle un colloque en général, c'est-à-dire un remuement de cendres froides. Les colloques sont de terribles révélateurs. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est de voir à quel point Dominique de Roux était vivant. Le premier numéro de la revue paraît en février 56, date à laquelle mon père commence son service militaire à la caserne de Rose. Faut-il y voir un signe? L'humeur littéraire de l'époque est aux grandes manœuvres, avec fait déterminant l'irrésistible ascension du nouveau roman qui va bouleverser en profondeur le paysage des lettres et mettre en place de nouveaux modes d'écriture. Lerne fait figure de poisson torpille dans son texte. Lerne est une anti-démagogie, écrira Dominique de Roux. Lerne, voué à la littérature et à la littérature seulement, s'élance, se développe et bataille sur fond de guerre d'Algérie. Lerne sera littérature et rien d'autre. Georges Besse est un féru de science-fiction, d'où ressortent Lovecraft, Bradbury et le Marcel Aimé de la Belle Image. Pour mon père, alors, c'est plutôt Jules Renard,
Francis James, Barrès, Bernanos, la comtesse de Boigne, Anatole France ou Tristan Tzara. Si Dominique de Roux s'exprime encore à travers quelques auteurs reçus en legs, c'est pourtant déjà pour en donner une lecture bien trop audacieuse pour ne pas susciter dans son milieu des indignations à peine étouffées. Il y avait quelque chose d'informe, d'immature, de facilement dandy dans ces hernes-là. Mais l'herne, c'est aussi la tête multiforme, dotée du H de l'absolu. Et c'est ainsi qu'après avoir publié dans sa revue ses premiers textes, Confidence à Guillaume, un géranium, qui seront comme le fil rouge des 7 numéros, mais aussi Alicante, la politesse et le bon goût, rédigés sous le pseudonyme d'Henri Delveuse, Corrida ou encore Wagram sous le pseudo de Sandon. C'est ainsi qu'après la publication des 7 numéros de la revue de l'Herne, Dominique de Roux doit se résigner par manque d'argent déjà à clore cette première tentative. Fait hautement symbolique, il ménage sa sortie par un texte intitulé « Nous sommes des vaincus », qui date de la fin de l'année 57. C'est une référence directe à un texte de Charles Péguy, qu'il a placé en épigraphe. Ne nous le dissimulons pas, nous sommes des vaincus, nous sommes dans une place en état de siège, et plus que de blocus, et tout le plat pays est abandonné, toute la plaine est aux mains de l'ennemi, tous les champs, comme disent nos vieilles chroniques, l'ennemi s'est émis par les champs. Et mon père de rebondir, plein de défis comme pour mieux conjurer le sort. Nous sommes les vaincus. Nous avons fondé l'Herne il y a 18 mois, battant de 7 numéros l'existence éphémère du chasseur-bibliographe. Nous allons être obligés de renvoyer l'hydre à ses marais et l'Herne au diable. Nous serons morts d'avarice. Mais n'est-ce pas quand il y a des morts qu'il y a des résurrections? Celle de l'Herne métamorphosée n'est pas loin. Médiation, interrogation. Mon père médite la formule de Thomas Kinsey. Une forme de la vérité, non pas une vérité cohérente et centrale, mais bien latérale et divisée. Cet état d'esprit va présider à la naissance des futurs cahiers de l'Herne. Mais il lui faut encore en passer par un long séjour en Allemagne, du côté de Fulda, dans une usine de feutre, initier l'écriture de son premier roman, Mademoiselle Anissé, qui sortira au début de l'année 60, pour que l'Herne se redéploie sous un nouvel étendard, doté d'une nouvelle formule, les mythiques cahiers de l'Herne, que Dominique de Roux définit seul. Le premier paraît en avril 62. Il est consacré à un poète très pur, très simple, qui a digéré Reverdy, aimé Max Jacob et admiré Francis James, René Dicadou. Dominique rêvait de la bibliothèque de Babel, soulignera son frère Xavier encore, non pas simplement rassembler tous les livres, mais surtout toutes les façons de les lire, et d'abord ceux les plus enfouis, non pas qu'ils soient inconnus, mais simplement rejetés de la conscience du moment. Il fallait les ramener en travers de l'idéologie dominante, faire en sorte qu'ils reprennent aussi le fil du fleuve et qu'ils agissent à nouveau. Il y a dès le départ cette volonté de tracer pour les générations à venir le chemin d'une autre encyclopédie. Il a toujours été hanté par celle de Diderot. Il avait compris, en effet, qu'il fallait rompre impitoyablement avec une certaine forme de classicisme qui nous sclérosait, avec ce qu'il nommait l'esprit de Versailles. Rebattre les cartes était indispensable, procéder à une réévaluation générale, changer en quelque sorte la bibliothèque comme l'avaient fait les surréalistes 40 ans plus tôt, établir de nouveaux liens, faire ressurgir les impardonnables, ces écrivains exigeants, malcommodes, habités par une manière de déplaire parce que profondément solitaires. Céline, Pain, Gombrowicz, Michaud, mettre en lumière Borges, indiquer l'importance de Lovecraft, saluer Perrault, Zungaretti, Domal et le Grand Jeu, Pierre-Jean Jouve et Appellion. Changement de coordonnées. L'urgence était bien au renouveau formel dans une époque qui vivait sur les restes de deux guerres. Dire, pour reprendre Severs, Carto, Céline, Bataille, Joyce, Pound étaient les sommets de notre temps, et non pas Saint-Jean-Perse, Char, Sartre, Éluard ou Aragon par exemple. S'opposer à un certain esprit universitaire, s'inscrire contre la pétrification, dépoussiérer. Mon père avait son côté kamikaze. Il aimait allumer des mèches, provoquer des explosions, mais pour mieux repartir et recréer. Réformer et reformer, retrouver le chemin de la subversion, défendre les textes de la marge et de l'urgence. Dans un temps d'enseignes lumineuses, d'espace-temps et de nuits trouées au projecteur, on ne peut plus, en attendant de retrouver le style des contes, que s'exprimer par éclair, écrivait-il encore à mon arrière-grand-père maternel, Robert Valry-Radeau,
qui avait été l'ami intime de Mauriac, Sicari et Bernanos, et l'animateur des Cahiers de l'Amitié de France avant la guerre de 14, lui aussi, un extraordinaire fédérateur. Il a d'ailleurs sans aucun doute exercé une influence majeure sur mon père. Lerne est né aussi de ce dialogue. Lerne, incarné par Dominique Deroux, fut finalement une grande aventure de l'unité perdue, de la régénération, une volonté de nommer et de donner à lire, offrir une nouvelle généalogie, fixer de nouvelles hiérarchies. Il y avait là, véritablement, un rêve, une quête spirituelle, un épanchement du songe dans la vie réelle, pour citer Nerval, une ligne romantique certainement, issue de Novalis et de ses complices. Ne nous y trompons pas. Lerne a constitué un moment privilégié de l'histoire littéraire, une tentative désespérée, une utopie bien sûr, visant à fixer fugacement la parole des baladins, des exilés, des titans au bord du gouffre, oui, encore une fois des impardonnables, que nous citerons maintenant en souvenir de la très grande Cristina Campo. Lerne, à travers le destin contrarié de Dominique Deroux, qui fut son inspirateur, son alchimiste et son visionnaire, Lerne et son créateur furent finalement trahis. Mais pouvait-il en être autrement, par quelques marchands de caoutchouc qui voulurent s'offrir, avec une légende, un petit statut social. À cet instant, nous assistions une fois de plus au triomphe des petits bourgeois. Dès lors, l'académisme ne pouvait que s'emparer du beau songe. C'était la fin d'une histoire et le début, nous y sommes encore, de l'entreprise commerciale récupérée par l'université, la banalité, le quelconque. Aujourd'hui, Lerne consacre ses cahiers à Jacques Derrida, Marguerite Duras ou Simone de Beauvoir. Nous sommes bien loin de l'audace de mon père. L'esprit de Lerne repose avec lui, l'esprit de Lerne, c'était lui. L'esprit de Lerne, c'est toujours lui, Dominique Deroux. Merci. Et nous allons maintenant écouter un lecteur, un admirateur, mais aussi un ami de Dominique Deroux. Donc je vous prie d'écouter Gabriel Malteneff. Je vais me lever parce que Dominique, il y a une très belle photo de Dominique assis à côté d'un chef de guerre africain, Savimbi. Il y a une photo que nous sommes quelques-uns à voir, une photo magnifique. Mais en général, je l'imaginais plutôt debout. C'est un homme qui marchait, qui agitait ses gambettes, et quand nous faisions l'aller-retour place Saint-Sulpice, il avait à l'époque son bureau, un de ses bureaux était rue Garancière, et on marchait au relevé, et puis alors, le quartier des Mousquetaires, n'est-ce pas, et s'arrêtait, vous prenez, et puis alors on repartait. Un peu, il y avait lui et Sioran qui faisaient ça, et c'était des marcheurs, donc debout. Dominique Deroux, 40 ans après. Ce titre est juste et simultanément erroné. Celles et ceux d'entre vous qui sont cinéphiles connaissent l'anthologie composée de fragments de films français, Boule de Suif, Entrée des artistes, Les visiteurs du soir, Crime et châtiment, d'autres encore. Un long métrage de Max de Vaucorbeil intitulé Les étoiles ne meurent jamais, sorti dans les salles en 1957. Tel que Louis Jouvet, Louis Salou, Jules Berry, Dominique est une immortelle étoile. Son cœur s'est arrêté de battre le mardi 29 mars 1977, mais l'homme qu'il fut demeure vivant dans le cœur et l'esprit de ceux qui l'ont connu, qui l'ont aimé, et l'artiste, le grand écrivain, est à jamais vivant dans ses livres. Ce Dominique Deroux, 40 ans après, est aussi un Dominique Deroux hic et nunc, ici et maintenant, un Dominique bien vivant qui est aujourd'hui parmi nous. Certes, il y a le Nevermore. Pour ceux qui l'ont connu en chair et en os, qui l'ont aimé d'amour ou d'amitié, son absence est sans remède. Cela est vrai de tous les êtres qui nous furent chers et qui nous précédèrent dans la mort. Et cela l'est avec une force toute particulière s'agissant de Dominique, qui était le plus vivant d'entre nous. Une présence de feu, une nature vibrante. Dominique, c'était du vif argent. S'il avait été acteur, il aurait, dans un film tiré des Trois Mousquetaires de Dumas, fait un extraordinaire d'Artagnan. De tous mes amis, il était le plus entraînant, le plus stimulant. Et c'est pourquoi sa mort soudaine fut une mutilation sans remède. Il y a des amis qui disparaissent et leur mort vous est une douleur violente, mais votre vie quotidienne ne n'en est pas modifiée pour autant.
J'ai eu 2 amis, après la mort desquels ma vie a subi une modification. N'a plus été tout à fait la même. Ce fut en 1977 Dominique Deroux et en 1988 Guy Hockenheim. Sans eux, et pour des raisons diverses, vivre est devenu moins intéressant, moins amusant. Donc un Evermore spécialement douloureux, inguérissable. Pourtant, et c'est là un baume que je désire verser sur le cœur de celles et ceux qui n'ont pas connu personnellement, en particulier les plus jeunes d'entre vous, et qui se désolent de n'avoir pas eu le privilège de le rencontrer, de lui parler, d'être vivifiés par son génie en permanente ébullition, il me suffit d'ouvrir un de ses livres, d'en lire quelques pages à haute voix, et Dominique m'est rendu, l'ami m'est rendu, et l'aventurier, et le conspirateur, et le polémiste, et le poète. Le conspirateur, je pense à un déjeuner avec Pierre Rossi, un ami commun, un Corse étonnant. Le sujet du déjeuner, ça avait été comment assassiner le prince de Galles. Donc, le conspirateur, le polémiste et le poète. Et souvent, le prophète, le visionnaire. C'est dans l'un de ses plus beaux livres, L'extraordinaire Maison Jaune, paru aux éditions Christian Bourgois en avril 1969, que dans le succulent chapitre consacré à mai 68, Dominique annonce l'avènement d'une informatique totale. 50 ans plus tard, cette machine à décerveler qu'est Internet, ce triomphe de l'abrutissement informatique, nous y sommes plongés jusqu'au cou. Pour des raisons anagraphiques, il est mort 112 ans avant que je ne vienne au monde, je ne pourrai jamais vider une bonne bouteille avec Byron. Mais j'ai le sentiment que même si je l'avais rencontré, cela n'aurait pas ajouté grand-chose à l'amitié et à la complicité qui nous unissent. Cela n'aurait pas augmenté la connaissance que j'ai de lui. Un écrivain, qu'il soit mort depuis des siècles ou qu'il soit votre contemporain, c'est en lisant ses livres qu'on le rencontre. Flaubert, qui a toujours professé que l'écrivain ne doit pas apparaître dans son travail d'écrivain, s'est fourré tout entier dans les siens, aussi bien dans ceux de sa jeunesse, Novembre, que dans ceux de la maturité, l'éducation sentimentale. Un lecteur pressé pensera que Flaubert se lit davantage dans sa correspondance, mais ce n'est qu'une illusion. Nous avons tous, en classe de 3e ou de seconde, planché sur la phrase que prononça en 1753 dans son discours de réception à l'Académie française le naturaliste Buffon. Le style, c'est l'homme même. Peut-être Dominique pense-t-il à Buffon lorsque, dans son De Gaulle, il écrit « Toujours derrière l'écriture, il nous faut chercher la parole vivante, ce qui en fait un acte de vie, et la ramène indéfiniment à la vie. » Cette phrase dépeint Dominique dans son entier. Ceux d'entre vous qui regrettent de ne pas l'avoir connu, je les rassure. Si sur les rayons de votre bibliothèque, vous avez ces livres, si ces livres, vous les avez lus, relus, annotés, médités, Nietzsche ajouterait « appris par cœur », c'est la phrase de Nietzsche. Je ne veux pas être lu, je veux être su par cœur. Vous le connaissez aussi bien que moi. Dominique est tout entier dans son écriture. Une écriture, et ici, je redis en le resserrant ce que j'ai écrit dans le cahier H qui lui est consacré, une écriture rapide, syncopée, imprécatrice. De la haute voltige qui parfois rappelle l'avion des Dupont et Dupont dans l'île Noire. Il s'élance, il s'envole, cascade de looping et de sauts périlleux, la pulse s'emballe, la ponctuation s'évapore, les métaphores se bousculent, on songe à Mozart composant le Requiem dans le film de Forman, mais un Mozart qui aurait vécu Hiroshima. Télégraphie sans fil, trapèze sans filet, vibration sismique. Un style acrobatique, mais soutenu par une parfaite maîtrise de la langue, la sûreté du trait, le jugement des flèches. À propos de flèches d'Indiens, en janvier 1964, Dominique m'envoya Harmonica Zug, orné de cette dédicace, pour Gabriel Matzneff, un des derniers Mohicans. Dominique lui aussi était un de ces derniers Mohicans. Cet envoi marqua le début de notre amitié. Les souvenirs sur Dominique, mon journal intime en est plein. Aujourd'hui, je veux seulement évoquer une rencontre que nous fîmes ensemble et qui l'un et l'autre nous marqua. J'ai cité mai 68. C'était quelques semaines plus tôt, en mars 68, à Aix-en-Provence, où nous avions, Dominique et moi, été invités à un important colloque sur la philosophie religieuse russe.
nous y avions retrouvé la fine fleur de l'intelligentsia non marxiste européenne, en particulier Joseph Chapski et Boris de Schlözer. Le comte Joseph Chapski, peintre, écrivain, polonais russophile, admirateur de Merezhkovski et de Rozanov, avait 72 ans. Nous le connaissions déjà, et si ma mémoire ne me trahit pas, je crois que ce fut grâce à lui que nous fûmes, Dominique et moi, invités à ce colloque. Il avait 72 ans. Boris de Schlözer, lui, célèbre musicologue, traducteur inégalé de Chestov et de Dostoïevski, lui en avait 87. Il était aveugle et très intimidant. Tous deux, d'une simplicité, d'une affabilité exquise, comme le sont les gentilshommes, les âmes nobles. Jeunes gens, sachez-le, ce sont toujours les médiocres, les seconds plutôt qui se la jouent. Les grands artistes, eux, prennent leur art au sérieux, mais ils ne se prennent pas au sérieux. Chapski et Schlözer étaient ainsi naturels, accessibles, comme le furent Hergé et Sioran, pour ne citer que deux hommes que j'ai beaucoup aimés. Dominique aimait admirer, aimait faire partager aux autres ses admirations et à les transmettre. Les cahiers de Lerne que vient d'évoquer Pierre Guillaume en témoignent de manière éloquente. Chapski et Schlözer, en ce beau mois de mars ensoleillé d'Aix-en-Provence, nous impressionnèrent, nous charmèrent. Si dans les années qui suivirent, les éditions de Lerne n'avaient pas été volées à Jacqueline et à Dominique, je pense que ces deux personnages rares y auraient été honorés. Pour conclure, je dirais qu'entre Dominique et moi, qui étions tous les deux dotés d'un caractère explosif, il n'y eut qu'une unique et brève fâcherie. Une fâcherie née d'un malentendu. Le carnet arabe devait paraître aux éditions de Lerne. J'attendais mon avaloir. Vu l'état de mes finances, je m'impatientais de ne pas le recevoir. J'ignorais que Dominique et Jacqueline, que je voyais pourtant très souvent, ils n'en avaient pas touché un mot, disons que les finances de Lerne étaient elles aussi dans une situation périlleuse. Un jour, là d'attendre le chèque sauveur, je fis irruption dans le bureau de Dominique Regarancière. Il n'était pas là, je demandai à sa secrétaire de me rendre mon manuscrit, ce qu'elle fit. Si j'avais su les soucis de Lerne, je n'aurais pas agi de la sorte, c'est clair. L'impétuosité, c'est bien, mais parfois, elle vous fait faire des bêtises, et ce jour-là, les torts étaient de mon côté. Il y eut quelques mois de froid qui s'ensuivirent. Et vous en trouvez l'écho immédiatement. Un livre que Dominique me posta avec cette malicieuse et affectueuse dédicace pour Gabriel, entre sabre et baiser. La publication de ce livre en janvier 1972 fut d'ailleurs la source de notre immédiate réconciliation. Vous connaissez tous, j'en suis sûr, les ennuis professionnels qu'elle valut à Dominique. Illico, oubliant notre querelle, en vrai mousquetaire, je volai au secours de Dominique. Je viens vous préciser que nous n'étions pas nombreux. Le milieu littéraire donna alors un nouveau témoignage de sa célèbre lâcheté, et mon article parut à la une de combat le 10 février 1972. C'est, parmi des pages polémiques, peut-être une de celles dont je suis le plus fier. Dominique Deroux, c'est pour moi une rêverie récurrente, depuis très longtemps en réalité, une sorte de songe éveillé, ce qu'on appelle en termes littéraires une uchronie. C'est un écrivain qui résonne en moi depuis une trentaine d'années, qui résonne en moi parce qu'il est porté par une parole poétique. Au fond, à travers lui, c'est comme si Rimbaud était entré dans le corps de Raymond Abellio, ou vice-versa, et réciproquement. C'est-à-dire que c'est l'alliance de la poésie et de la géopolitique. Et cette alliance est assez inédite, et elle me tient particulièrement à cœur. L'Uchronie, mais que se serait-il passé si le cœur de Dominique Deroux, au lieu de rompre prématurément à 41 ans, avait tenu 20 ans, 30 ans, 40 ans de plus. Et cette question qui me taraude, je me la pose depuis un quart de siècle, depuis ce jour où pour la première fois j'ai ouvert un livre de Deroux sur les conseils, je me rappelle plus, de Jean Hederne, allié, qui a été un ami, un proche, ou de Vladimir Dimitrievitch, Dimitri, mais peu importe. Et donc que se serait-il passé si le fils prodigue des lettres françaises, donc en l'occurrence Dominique Deroux, était revenu parmi nous? Car Deroux, ça a bien des égards la parabole du fils prodigue, mais c'est une parabole sans son épilogue heureux, puisque c'est l'enfant pourvu de tous les dons.
et à qui la vie n'a pas laissé le temps d'offrir un rappel triomphal. Ce rappel a été évidemment fait plébiscité par ses livres, hein. Mais Deroux peut-être n'y aspirait-il pas à ce rappel et à ce retour triomphal, hein. À quoi bon recueillir les lauriers fanés d'un monde qui était à ses yeux agonisant? Mais alors oui, que se serait-il passé si Deroux avait survécu? Et je le répète, moi ça fait donc 25 ans depuis que j'ai ouvert un de ces livres que cette question revient régulièrement, et c'est comme ça que j'ai accès à Deroux en fait, hein. Eh bien la face de la littérature en aurait-elle été changée, comme la face du monde selon Pascal, si le nez de Cléopâtre eût été plus court, hein. Eh bien à question abrupte, c'est une question abrupte, oui et non. Non, assurément, car il n'aurait pas pu sauver la littérature de son insignifiance industrielle programmée, puisqu'elle était inscrite dans la société marchande, hein. Oui, assurément, car il aurait maintenu l'être, hein, à une certaine hauteur. Et tout ce qui va avec l'être, je veux parler du courage, je veux parler du caractère, je veux parler de l'honneur, je veux parler d'une certaine exigence, hein. Et je suis même persuadé que perdu pour perdu, et là je parle de la littérature en général, de la littérature comme le chapitre peut-être principal de la culture européenne, hein, et donc que cette littérature perdue pour perdue, Deroux nous aurait offert un magnifique barreau d'honneur, hein, un festival de pyrotechnie littéraire, enfin bref, il aurait dressé un bûcher où il aurait envoyé tous les primitifs, hein, toutes les sous-espèces du conformisme social, hein, toutes les nouilles littéraires, toutes les académiques et les académiciens, et qui sait, peut-être aurait-il, comme Langlois, vous vous souvenez, Langlois, le personnage magnifique d'un roi sans divertissement, peut-être aurait-il à la fin de désespoir allumé en guise de cigare un bâton de dynamite, hein, pour tout faire exploser, tout faire sauter, et lui avec, hein. Mais on peut être sûr d'une chose, si Deroux avait survécu, il n'aurait pas cessé de dénicher par dizaines des auteurs qu'il aurait défendus ardemment et vaillamment. Il aurait exhumé, parce qu'il y en a d'autres, hein, il aurait exhumé d'autres mages et d'autres voyants, d'autres Erza Pand, hein, Pand qui est à la fois le dieu Pan, qui est le réveil, il annonçait le retour de Pan, mais qui est aussi le vieux roi Lear de l'Europe somnambulique, Pand, c'est ce qu'il est, le dernier Pand aussi, et Deroux va l'arracher de sa cage d'acier et de silence dans laquelle les Américains l'avaient enfermé. Et je pense que Deroux aurait également exhumé un auteur pour lequel Pierre-Guillaume et moi avons plus que de l'affection, et que Pierre-Guillaume vient de rééditer, un auteur comme Wyndham Lewis, hein, qui est dans un purgatoire interminable depuis 50 ans, quoi. Et il aurait tiré Lewis de ce purgatoire, hein, comme il a tiré le dernier Diogène occidental. Je veux parler de Céline, de son tonneau, je veux parler de Meudon. Donc oui, il aurait tout ça, Deroux l'aurait fait. Deroux aurait assisté et dépanné des auteurs, et Dieu sait s'il y en a en quête d'éditeurs, mais également des éditeurs en quête d'auteurs. Et on évoquait le nom de Dimitri, beaucoup d'entre nous l'ont bien connu. Jamais l'Âge d'Homme n'aurait été ce que cette maison est devenue sans la prodigalité princière de Deroux, puisque Deroux, qu'a fait Deroux, il a offert à Dimitri, il y a de cela 50 ans, la traduction du Pétersbourg d'André Bielik, qui est le premier joyau d'une collection qui va rayonner, qui va devenir la plus grande collection, on peut dire, au niveau mondial des classiques slaves. Et Deroux va donner à Dimitri, gratuitement, comme ça, la traduction que venaient de faire Jacques Cateau et Georges Niva. Et ça va être le début d'une grande maison d'édition. Il a même offert, j'évoquais Wyndham Lewis, il a offert à Dimitrievitch, hein, le Tar de Wyndham Lewis, dont Pound disait que c'était le roman le plus volcanique de notre temps, et que Pierre-Guillaume vient de rééditer. Alors oui, pourquoi Deroux, lui, et pas un autre? Eh bien parce qu'il a exercé un magistère secret, parallèle, clandestin dans le monde des lettres, une sorte d'impérium occulte. Vous me direz, c'est un genre, comme Gabriel Maznev l'évoquait, la clandestinité qui est cultivée, mais enfin, elle obéissait chez lui à une prédisposition mentale et à un sentiment profond. À le lire, à suivre ses aventures, on a vraiment l'impression qu'il appartenait à une confrérie secrète, hein, l'international gaulliste, hein, pour le citer, si on veut, mais qui aurait emprunté autant à Lénine qu'à la cagoule, hein, autant à Ernst von Salomon qu'à Mao, autant à la cabale qu'à l'alchimie. Il appartenait à cette race d'hommes qui, de Balzac, parce que Balzac en était à Abellio, à Raymond Abellio, s'enivre de complots, de plans secrets, d'actions souterraines, de conspirations, comme l'entendait, au sens où Nizan l'entendait, et sa force, hein, ou plutôt sa spécificité, ou mieux son idiosyncrasie, ou mieux encore son génie, c'est qu'il était, je parle de Deroux, c'est qu'il était à la croisée des mondes, à la croisée des destins et des chemins. Il était, au sens géométrique du mot, un point d'intersection, là même où l'axe des abscisses, c'est-à-dire nos vies individuelles, les vies de chacun d'entre nous, croisent l'axe du monde, croisent l'axe d'ordonnée du monde. Et l'abscisse, c'est indifféremment l'élan métaphysique, l'élan poétique, c'est l'action éditoriale, c'est l'action géopolitique. Et à travers Deroux,
la littérature et le journalisme, la réaction et la révolution, la politique et la métapolitique, se couper et se recouper, bref, tout se télescoper chez lui, jusqu'aux forces les plus contraires, et Dieu sait s'il en abritait de ces forces contraires. C'est cela, Deroux, en tout cas pour moi, une masse d'énergie telle qu'elle explosait à tous les coups, une bombe littéraire qui finissait toujours par atteindre sa masse critique, celle à partir de laquelle une réaction en chaîne se déclenche. C'est ainsi qu'il pensait, c'est ainsi qu'il écrivait, dans un style à la fois nerveux, disruptif, explosif, et le souffle des explosions qu'il produisait ne retire rien à leur brièveté ni à leur intensité, et c'est toujours bref, une explosion par définition, c'est toujours foudroyant, et d'autant plus bref que l'explosion chez Deroux ne venait pas déchirer le silence du monde, mais le caquetage vain et le bavardage insignifiant de la société du spectacle. C'est bref, assurément, l'explosion, mais ça résonne, et toutes les œuvres de Deroux, une fois qu'on les a lues, résonnent en nous. Même quand ces œuvres sont obscures, et elles sont obscures, Deroux est souvent obscur, mais comme Bande était obscur, dont les cantos sont nébuleux comme des poussières interstellaires, et pourtant clairs jusqu'à l'aveuglement, obscur également Héraclite, rebaptisé Héraclite l'obscur, et dont Socrate disait qu'il fallait un plongeur de Délos pour dénicher les perles, parmi toute sa pensée. Mais Deroux n'avait que faire de Socrate, et pour cause, c'est un présocratique, Deroux, qu'un malheureux accident temporel a télétransporté au milieu du XXe siècle. Son écriture fragmentaire elle-même est présocratique. Et c'est justement parce qu'elle est ainsi, avec un fond d'obscurité, qu'il jaillit de ses textes autant d'éclairs. Jamais il ne sortira le moindre éclair d'un ciel uniformément bleuté, d'un ciel limpide. C'est comme si Deroux nous livrait un message incomplet ou codé, à nous d'en déchiffrer le sens, à nous d'en déchiffrer, tous les sens possibles. Comme s'il s'agissait d'une écriture kabbalistique, qui requiert une ascèse de lecture, permettant d'en déchiffrer les signes cachés, ce par quoi le destin se signale. L'écriture, chez Deroux, l'écriture n'est jamais narrative, elle est prophétique, elle est ésotérique, elle est apocalyptique, trace le chemin, dessine, prédestine la voie. Héraclitéen aussi, son amour de la guerre, où les mots se perdent de toutes choses. Deroux a été l'un des derniers écrivains à maintenir actives les vertus de la violence, une violence qui ne soit pas destructrice, mais fécondatrice, fondatrice, une violence saurélienne. Cela aussi, il faut le porter au crédit de Deroux. Je cite immédiatement, « Il n'y a pas de crise de la civilisation », c'est Deroux qui dit ça. Il n'y a pas de crise de la civilisation, contrairement à ce qu'on croit, mais une crise de la barbarie. Autrefois, les barbares prenaient Rome, mettaient Byzance à sac. Maintenant, on nourrit les barbares, qui sont les sous-alimentés du monde moderne. Deroux, c'était également l'ouverture de la chasse. Et combien de fois ai-je entendu Dimitri, donc à l'âge d'homme, évoquer, mais avec ravissement, cette ouverture de la chasse. Il n'y avait pas une semaine sans laquelle Dimitri, on était à l'époque en Serbie avec les affaires du Kosovo, où il parlait d'ouverture de la chasse. Et Deroux aura été tour à tour le chasseur et la proie, cavalier dans ses jugements, princier dans ses engouements, et quel art du portrait, au passage, un livre que je n'avais pas lu, le 5e Empire, est sidérant par la galerie de portée qu'il nous offre. Deroux était généalogiquement de droite, pendu à Nuremberg, comme il disait. Et de cela, de cette généalogie, de la corde du pendu, on ne se défait pas. Mais pour autant, Deroux était existentiellement anarchiste, et littérairement de tous les extrémismes. La littérature comme sport de combat, la littérature comme guérilla, ou en termes schmittiens, on parlerait plutôt de guerre de partisans, de ces fameuses guerres asymétriques, du faible au fort, de l'irrégulier au régulier, du subconventionnel au conventionnel, ce qui n'empêchait pas Deroux de prendre tous les risques, au vu et au su de tous, d'aimer ces zones d'inconfort que sont les champs de bataille, les arènes, le no man's land entre deux tranchées, là où tout le monde pouvait tirer sur lui, certes, mais d'où lui pouvait tirer sur tout le monde. S'il était autant pressé d'en découdre, c'est que le temps lui était compté. Tout était commandé par une urgence intérieure. On peut sans nul doute penser que cette urgence lui était dictée par un sixième sens, un pressentiment tragique, que la fin pour lui était proche. Et on vérifie cette urgence jusque dans sa langue, parce que sa langue n'est pas seulement elliptique, elle est plus encore impatiente. Elle est impatiente d'en découdre, je l'ai dit, elle est impatiente d'en conclure. Il pense vite, il écrit vite, il tue vite, proprement, d'un trait. J'ai parlé d'obscurité, mais comme chez Pound, ce qui frappe d'abord dans la phrase de Dominique Deroux, c'est l'énergie qui s'en dégage. Rien d'hésitant dans cette phrase. Elle s'enfonce comme un couteau dans la chair du monde.
Et on cherchera en vain dans son œuvre des peut-être, des sûrement, des conditionnels. Il n'y en a pas. Tout aurait pu être dit en 3 minutes, en 2 mots. Je retrouvais à l'écouter, à le perdre, ma hantise de la concision, exactitude et densité du français, tradition de la maxime, phrase pleine de contenu. Ainsi était la langue de Deroux, pareil à une concrétion minérale extrêmement dense. Il donnait le sentiment d'être partout à la fois, de mener plusieurs existences parallèles, de posséder une sorte de don d'ubiquité, renforcé par un goût des grands départs. Et c'est si important ces départs chez Deroux, qu'il a toujours pris soin d'en faire état dans ses livres. Dès l'ouverture, dès l'incipit d'immédiatement, le début, si souvent j'ai pris congé. Début du 5e Empire, il faut partir. Et pourquoi partir? Parce qu'il aspirait à se, je le cite, parce qu'il aspirait à se réveiller un jour identique et sans mémoire sur une autre plage, Maison Jaune. Parce qu'il voulait se perdre pour se retrouver, pour renouer avec l'élémentaire, retrouver l'éclat lustral du monde. Il allait se perdre dans le labyrinthe sans fil d'Ariane, pour un tête-à-tête avec le Minotaure, et la bêtise, l'énorme bêtise baudelairienne au front de taureau. Mais il voulait aussi partir pour en finir avec la France. Faut-il quitter la France, se demandait-il. Et comme pour Bernanos, avec lequel il y a beaucoup de points communs, comme pour Bernanos, la France n'est plus la France. La France n'est plus dans la France. Il faut aller la chercher ailleurs. Et comme Bernanos, il sera un exilé, un Français de l'extérieur. Et comme Bernanos, il sera impitoyable avec le péché de médiocrité de ses compatriotes. Mais parallèlement, et à la différence de Bernanos, il n'attendait rien de la France. Ce qui faisait néanmoins de lui un Français au sens où il définissait Baudelaire comme un Français parce qu'il n'avait plus d'illusions sur la France. Et d'ailleurs, ce n'est pas tant la France que Deroux quittait que Paris. Ce Paris qui n'était déjà plus qu'une sous-préfecture des lettres occupées tour à tour par les Allemands et les Chinois de Jean-Yann, les GIs et les westerns, les quarts de touristes japonais et les cohortes de migrants, les romans sud-américains et les polars scandinaves. Je cite Deroux, « Survivre à Paris, c'est adhérer au pacte général d'ignominie. » Et il était avec quelques autres, Maznev, Dimitri, Jean Hederne, il était avec quelques autres parmi les derniers vivants de cette France où il n'y avait plus que des momies existentialistes et des fossiles Louis-Philippard. Et cette France de Jean-Yann qui accablait Deroux, et à laquelle il a consacré un livre, était mûre à partir des années 70, à partir du giscardisme, pour entrer dans le monde des bronzés. Les bronzés font du ski, les bronzés font du pédalo, les bronzés font des mots fléchés, les bronzés font du structuralisme, les bronzés font de la nouvelle philosophie. Et en ce temps-là, BHL s'appelait JJSS, Solers se prenait déjà pour Nietzsche et Joyce, et Giscard d'Estaing pour Guy de Maupassant. On ne cite guère plus le mot d'André Breton depuis que le califat carnévalesque et sanguinolent aspire à étendre son empire sur les bords de Seine. Et vous vous rappelez, beaucoup d'entre nous l'avons entendu, l'acte surréaliste le plus simple consiste, revolver au poing, à descendre dans la rue et à tirer au hasard, tant qu'on peut dans la foule. Les salafistes ont renvoyé dans leur néant les enfantillages et les provocations anodines des surréalistes. Mais toute proportion gardée, Deroux ne voulait pas descendre dans la rue. Il se contentait d'allumer dans ses livres toutes les fausses gloires littéraires qui se partageaient alors entre les perroquets et les singes. Les premiers, les perroquets, répétaient des formules surannées, ils sont toujours là. Les seconds mimaient le grand théâtre de la Révolution. Et ni aux uns ni aux autres, il n'a ménagé sa satire. Et on imagine bien qu'avec cela, les ennemis n'ont pas manqué. Mais il n'en avait que faire, parce qu'il attendait toute autre chose. Il attendait quelque chose de bien plus important, il attendait la fin du monde. Deroux attendait la fin du monde pour recommencer le monde. Je le cite, recommencer, avoir tout perdu. Recommencer, c'est traverser la rivière noire du Lété, Maison Jaune. Il avait repris à son compte les leçons de Hegel et de Kojève sur la fin de l'histoire, et en les adjoignant au prophétisme de Raymond Abellio. Et son œuvre est vraiment passée sous le signe de la fin des temps. Ainsi soit-il. Né en 1935, il appartenait à cette génération qui a assisté en direct à l'écroulement de l'histoire européenne, au baisser de rideau, quand tout a été consommé, quand la fin a été pour le coup inéluctable. Deroux. Si l'Occident n'est plus, c'est que son destin s'est accompli. Écriture de Charles de Gaulle. Et il est aussi vain de tenter de s'y opposer que de s'en lamenter. Et il a fait ni l'un ni l'autre Deroux, puisqu'il avait trop d'énergie, trop de projets, chimériques, certains, d'autres pas, pour s'en lamenter. Et comme Clément, son prête-nom dans le 5e Empire, il aurait pu dire « Où ne m'avait-elle pas mené la folie, l'anarchie portugaise, la saudade et son planétarisme ? Certes, j'étais sorti d'Europe, j'avais franchi les nationalismes, passant de la poésie à la vie. Et donc l'histoire et la vie continuent ailleurs, peut-être, mais sans doute. Alors Deroux a été entraqué des soubresauts au Portugal,
le Finistère européen, la fin de la terre finie, la Finisterae, là où l'Europe plonge dans l'Atlantique, peut-être même dans l'Atlantide. Mais le Portugal était déjà un débris de l'ancien monde qui vivait reclus à l'abri de l'histoire mondiale, sauf en Afrique, où il entretenait l'illusion de sa grandeur défunte. Et le 5e Empire raconte tout cela comme un prodigieux reportage, la fin du monde européen en direct. De Roux appréhendait l'histoire comme un grand tremblement souterrain, tumultueux, comme s'il s'agissait au fond bien plus de géologie que d'histoire, de tectonique des plaques, d'éruptions volcaniques, et c'est dans ces coulées de lave qu'il allait tremper son écriture, ou que son écriture entrait en fusion. Elle en était brûlante, et lui-même s'y est brûlé, comme Empédocle se jetant dans l'éclat. Mais il croyait que c'est seulement à cette condition, en prenant tous les risques, que l'histoire délivrera son message métaphysique, qui ouvrira les portes d'une nouvelle Atlantide de l'esprit. Et il attendait cette illumination comme Nietzsche, comme les vieilles légendes boréennes et hyperboréennes. Il en guettait les signes hic et nunc, ici et maintenant, immédiatement, comme il disait. À travers lui, à travers sa personne, Rimbaud, le grand Rimbaud, a rencontré Raymond Abellio. La poésie a épousé la géopolitique, et une géopolitique sacrée, qui en appelait à des catégories inconnues dans les états-majors, une métaphysique de l'action, une poésie de la révolution, surchauffée par une attente quasi millénariste, en suivant les signes d'une eschatologie revisitée en quête d'un extrême Occident. Et c'est cette attente qui a conduit De Roux à s'emparer de tous les mythes du recommencement qu'il allait chercher au bout du monde. De Roux appartenait plus à l'âge du mythos que du logos. Le mythe rappelle Alain de Benoît, dans l'un de ses maîtres livres, l'Empire intérieur, qui donne étonnamment les clés d'accès, les clés d'intelligibilité à De Roux, alors que c'est pas du tout le sujet de Benoît. Le mythe, dit de Benoît, est un savoir, pas une croyance, pas un métadiscours sur la physique, mais une ontologie. Et De Roux d'ajouter, le mythe est une vérité non expérimentale de l'ordre intérieur, comme l'Empire du même nom selon de Benoît. Et comme chez de Benoît, le gibelin en De Roux, le gibelin en lui, pleurait le déclin, le dernier De Roux, pleurait le déclin de l'idée impériale telle qu'elle a pu s'exprimer de Dante à Julius Evola. Et le 5e Empire n'est jamais que l'une des formes qu'a pu prendre cette attente du roi caché du monde, du souverain secret, qui va réaliser le 5e Empire. Il a été en chercher les traces dans le sébastianisme, il a été en chercher les traces dans un gaullisme mythique, un métagaullisme, lui qui fut longtemps anti-gaulliste. Et je ne résiste pas au plaisir de citer un des meilleurs mots jamais prononcés contre De Gaulle, c'est De Roux, je crois que c'est immédiatement, De Gaulle, c'est Dada plus l'action française. C'est Dada plus l'action française, c'est génial. Mais sous sa plume, De Gaulle, le dernier De Roux, sous sa plume, De Gaulle devient à sa manière le souverain caché d'un pays englouti. L'Empire, écrit De Roux, c'est la distance entre le lever et le coucher du soleil, d'une race, jusqu'où on peut aller dans le néant sans perdre le souvenir de l'être. Qu'est-ce qui distingue fondamentalement l'Empire de la nation, se demande de Benoît? Eh bien, c'est d'abord le fait que l'Empire n'est pas seulement un territoire, mais aussi, et même essentiellement, un principe ou une idée. Et cette idée est d'abord de nature spirituelle. Et c'est celle que le dernier De Roux a été chercher. Par là, il rejoignait Pound. Un mot pour conclure. J'ai rappelé au début combien De Roux m'apparaissait, c'est-à-dire combien sa mort prématurée avait été un drame pour nous tous, pour la littérature et pour l'édition. Mais ce qu'il n'est pas parvenu à faire, faute de temps, et que sa personnalité seule, sa personnalité exceptionnelle d'éveilleur et d'éclaireur, lui aurait sans nul doute permis d'accomplir, pour ainsi dire seul, nous pouvons l'accomplir, nous pouvons le faire collectivement. Car pour la première fois depuis très longtemps, les conditions sont enfin réunies. Je ne suis pas bourdieusien, loin de là, j'aime les personnalités exceptionnelles, je les recherche même avec une certaine avidité. Je ne me reconnais en aucun cas dans cette passion de l'égalité, et pas seulement de l'égalitarisme, qui animait Bourdieu et les bourdieusiens, et dont Nietzsche a montré tout ce qu'elle avait de trouble, de sous-tendu par un ressentiment inavoué. Mais je crois beaucoup à cette idée chère à Bourdieu de l'intellectuel collectif. Non pas en tant qu'intellectuel collectif, les chefs-d'œuvre seront toujours individuels, mais de l'acteur individuel, de l'acteur intellectuel collectif, un acteur qui serait pluriforme, mais qui agirait dans une même direction. Et à voir toutes les initiatives ici et ailleurs, dans la presse et l'édition, qui vont toutes dans le sens d'un surcroît de l'être, je me prends à rêver que Dominique de Roux n'est pas mort, et qu'il va nous aider à nous défaire de ce qui est mort en nous, et qu'il va nous aider à sauver ce qu'il reste à sauver en nous. C'est très difficile à cerner la personnalité de Dominique de Roux parce qu'il n'a rien de schizophrène, il est très cohérent,
mais il a plusieurs vies, il avait ce don d'ubiquité, il était partout. Donc il est assez difficile à situer, même politiquement. Moi je rappelle toujours, malgré tout, qu'il vient de la droite. Moi, Dominique de Roux, pendu à Nuremberg, hein. Mais il a dépassé le cadre étriqué des droites. Hein. Donc politiquement, il est inclassable. Hein. Littérairement, il est inclassable, puisqu'il a mi-chemin de la philosophie d'Heidegger, d'Héraclite, des fragments d'Héraclite, hein, et de Rimbaud et d'autres. Hein. Donc il est à la fois poète, éditeur, agitateur d'idées, porteur d'une parole révolutionnaire et prophétique. Hein. Bref, c'est un homme plutôt exhaustif, hein, et assez indéfinissable au final. Hein. Nous allons maintenant écouter Philippe Artelet. Je lui avais proposé qui avait préfacé il y a quelques années aux éditions de Rocher la réédition de l'écriture de Charles de Gaulle, d'évoquer l'écriture de Dominique de Roux. Dominique de Roux parle de l'écriture de Charles de Gaulle, et non pas du style du général, pour reprendre le titre d'un livre de Jean-François Rabelais. La droite littéraire, qui est en France et du même mouvement, très intelligente et très à côté de la plaque, a pris l'habitude de dauber sur le style du général, et on ne compte plus les bons esprits qui se sont gossés de son style endimanché, le mot est de Marcel Aimé, repris par Jacques Laurent. Nous laisserons ce genre de critique aux professeurs des écoles, comme on dit maintenant. Ce que montre Dominique de Roux dans son essai, c'est que pour de Gaulle, l'écriture n'est rien d'autre que l'action politique continuée par d'autres moyens. Et comme on ne peut jamais parler de quelque chose sans d'abord parler de soi, à propos de ce quelque chose, en nous parlant de l'écriture de Charles de Gaulle, Dominique de Roux nous parle aussi de l'écriture de Dominique de Roux. S'agissant de lui, on peut reprendre l'équation en renversant les termes. L'action politique, le Portugal, l'Angola, l'international gaulliste qu'il a rêvé, c'est l'écriture continuée par d'autres moyens. Action politique, la politique considérée comme souci, disait Pierre Mouton, que si Dominique de Roux est politique, c'est pour la même raison qu'il est gaulliste, s'il faut à tout prix sacrifier à ses adjectifs personnels. Politique, car nous sommes embarqués, comme disait Pascal, et gouverner, c'est à la lettre tenir la barre. La destination du navire se confond avec le destin commun de l'équipage et des passagers. Il n'est donc pas tout à fait frivole de s'intéresser au cap, ni à ceux qui prétendent le déterminer et le tenir. Écrire, scribere, c'est d'abord inscrire, c'est le même verbe. Tracer des mots avec le style, comme dit l'excellent Gaffio. Le style, c'est-à-dire le poinçon. L'inscription suppose à la fois la dureté, la résistance de la matière où on inscrit, et l'effort pour l'inscrire. On inscrit, on écrit sur du marbre, sur du bronze, on n'écrit pas sur de l'eau, sauf Keats, par antiphrase, write in water. Il y a une académie des inscriptions des belles-lettres, et de fait, les inscriptions sont la première forme des belles-lettres. Ce sont elles qui nous rapportent le dernier écho de la gloire des rois oubliés d'Égypte ou de Babylone. Ainsi, d'Ozymandias, celui que les archéologues appellent maintenant Ramsès II. Il y a 2 siècles, au début de cette passion funeste de l'archéologie, où au lieu de laisser les morts enterrer les morts, comme l'Évangile nous le commande, on a entrepris de les enterrer, des Anglais avaient mis au jour les restes d'un monument à la gloire d'un ancien pharaon. Shelley en a fait un poème très connu en Angleterre. Il reste des fragments de statues et un piédestal où on peut lire, et les vers de Shelley suivent notamment l'inscription égyptienne. My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty and despair. Mon nom est Ozymandias, roi des rois. Contemplez mon œuvre, ô vous les puissants et désespérés. C'est assez jupitérien, comme on dirait aujourd'hui. Et Shelley continue. Nothing beside remains. Round the decay of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and level sands stretch far away. Rien ne demeure à côté. Tout autour du débris de cette épave colossale, finis et nus, les sables monotones et solitaires s'étendent autour. Shelley, par son poème, avait relevé l'inscription dans les 2 sens du mot. Il avait pris la relève et donné un nouvel écho dans la suite des temps à la gloire du pharaon. Écrire, c'est tout naturellement prendre parti pour ce qui dure contre ce qui fait semblant de durer, comme disait Bernanos, et c'est pourquoi la défense et illustration de ce qui fait semblant de durer est pour un écrivain la pire des impostures.
Il y a de quoi vous rendre polémiste, comme disent les imbéciles, si l'on peut reprendre ici un mot que Bernanos affectionnait. Être polémiste en ce sens est la moindre des choses, c'est le moindre réflexe de santé. C'est ainsi que Dominique de Roux est spontanément polémiste. Non tant par ce qu'il dit, ses banderilles bien connues et bien ajustées, Maurice Genevoix, écrivain pour Mulot, les hussards, lanciers du ressentiment bourgeois, non pas tant par ses banderilles que par le mouvement naturel de sa phrase et la forme qu'il invente, ses immédiates. Henri Montaigu ne s'était pas trompé, qui comparait les éclairs d'immédiatement à des balles. Qu'est-ce que Dominique de Roux voulait mitrailler? Sinon les formes mortes, comme aurait dit son ami Gombrowicz, les formes mortes et par là mortifères, la littérature convenue, celle qui nous rend bêtes. Je ne vois, écrit Dominique de Roux, que ces livres ont rendu bêtes, et la sentence est bien plus terrible que celle des Mulot. Pourrons-nous un jour, Dominique encore, déboucher de notre vivant sur l'autre versant où il n'y a pas de bibliothèque? Qu'est-ce que la littérature? Peut-être tout simplement le contraire du lieu commun. Mais le contraire du lieu commun, c'est la vie. Alors peut-être que pour finir, la littérature et la vie sont la même chose. Si la littérature approche et rencontre parfois la vérité, écrit Dominique immédiatement, c'est qu'elle est un des chemins détournés du retour à la vie. Rozanov ne disait rien autre chose. Ce Rozanov qui a tant compté pour Dominique de Roux, dont les livres sont quelques-uns des plus beaux fleurons du catalogue de l'âge d'homme de son ami Dmitrievitch. L'apocalypse de notre temps est seulement feuille tombée. Rozanov ne voyait de salut pour la littérature que si elle revenait au ton de la correspondance particulière. Écrire quelque chose à quelqu'un. Immédiatement. C'est-à-dire sans que fasse écran tout ce qui est l'imposture précisément médiatique, le mot est parfait, où il s'agit de ne donner rien à personne. Albert Caraco, un autre joyau du trésor de l'âge d'homme, écrit de son côté qu'il y a en France deux littératures, une éternelle, l'autre actuelle. Une telle distinction est à l'origine même de l'Erne, cette aventure d'édition dont nous a parlé Pierre Guillaume, sans cesse renaissante, telle que l'a voulu Dominique de Roux. La littérature actuelle, qui se prend pour la littérature tout court et occupe maintenant toute la place, au point que ce qui n'est pas elle devient la littérature analogue, comme le mot analogue de Daumal qui ne figure pas sur les cartes, la littérature actuelle, Bernanos l'avait définie pour s'en séparer quand il disait qu'il n'était pas là pour écrire de jolis livres pour de jolis yeux dans une jolie maison. Il ajoutait avec un brin de présomption qu'il aurait pu, tout comme un autre, écrire les romans de M. Pierre Frondet. On changera le nom, et Pierre Frondet d'aujourd'hui s'appelle Alexandre Jardin, David Funkinos ou Didier Van Goglart, ou qui l'on voudra, mais c'est un rien présomptueux de croire qu'on peut écrire leur roman, tout comme un autre. Il y a loin de ces faux semblants à la littérature totale, la littérature nécessaire, à quoi on a appelé Dominique de Roux dans une lettre à Georges Landex. Écrire, dit-il dans La mort de Louis-Ferdinand Céline, ce n'est pourtant pas faire du zèle, c'est sauver d'autres hommes avec soi. D'autres hommes embarqués avec soi. Et nous revenons à ce que nous disions au début de l'écriture chez Dominique comme autre forme de l'action politique. Écrire, scribere, est le premier mot écrit par Saint Bernard en tête de sa première œuvre, les 4 homélies qui composent des louanges à la Vierge Mère, des Laudibus Virginis Matris. Scribere me aliquid et devotio viubet. La dévotion me commande d'écrire quelque chose. Citer le nom de Saint Bernard à propos de Dominique de Roux n'a rien de fortuit. Son beau-père, le grand-père de son épouse Jacqueline, son beau-grand-père, le grand-père de son épouse Jacqueline, n'est autre que Robert Valéry Radot, alias le père Irénée de la Trappe de Bricquebec, le biographe de Saint Bernard. C'est à lui qu'il écrivait qu'on ne peut plus, en attendant le style des contes, qu'écrire par éclair. En attendant le style des contes. Et le style des contes rejoint, en définitive, le ton de la conversation privée dont parlait Rozanov. Il faudrait se demander pour chaque écrivain quelle est la dévotion qui lui commande d'écrire.
Exigi monumentum aere perennius, j'ai élevé un monument plus durable que les reins. Le vers d'Horace a pour écho celui de Malherbe. Ce que Malherbe écrit dure éternellement. Non qu'Horace ou que Malherbe eussent été assez naïfs pour oublier que leurs œuvres, dans leur matérialité, étaient à la merci du premier Hérostrate venu qui mettra le feu à la bibliothèque. Car un livre, n'écoutez pas Pierre-Guillaume, c'est ce qui brûle. Vous savez, il y a ce mot de ce vers de Victor Hugo que cite Peggy, 40 ans sont passés, 40 ans sont passés. 40 ans, c'est une échéance historique. Ce qui me frappe beaucoup, c'est de voir à quel point 40 ans ne sont pas passés. Et que nous en sommes toujours là, avec Dominique. Ce qui est plus durable que les reins, ce qui dure éternellement, c'est ce qui est écrit, inscrit, ce que la dévotio du poète lui a commandé d'écrire. Et pour ce qui nous regarde, le service du verbe sous les espèces françaises, comme disait Francis Ponge, et l'on mettra sans peur, ou plutôt sans humilité vicieuse, une majuscule à verbe, et les anges s'y retrouveront. Il y a un aphorisme de Jünger que Thibon aimait particulièrement, parce que cet aphorisme était au fond aussi thibonien que jüngerien. Un aphorisme que Thibon avait cité à Jünger lors de leur unique conversation. S'il y a de l'indestructible, alors toutes les destructions imaginables ne sont que des purifications. Wenn es Unzerstörbares gibt, können alle denkbaren Zerstörungen nur Erläuterungen sein. L'écriture est le service de l'indestructible. Merci. Ce qui est très frappant, encore une fois, c'est de voir, et ce que ce colloque a montré, à quel point Dominique de Roux est vivant. C'est l'époque qui est restée ce qu'elle était, et avec un gâtisme accentué, sûrement, mais que nous en sommes toujours là. Vous savez, il y a cette fameuse photo de lui qu'Henri Montaigu avait republiée dans la place royale, où on le voit les bras croisés, la légende c'est « nous en sommes là ». Que nous en sommes toujours là, mais des deux côtés. C'est-à-dire le côté mortifère et mort de l'époque, qui devient de plus en plus parodique. Ramsès II avait fait graver sur sa bibliothèque, la bibliothèque de Thèbes, au fronton, infirmerie de l'esprit. Ce pharmacon psychès, c'est exactement la façon dont Dominique de Roux avait envisagé la littérature. Il dit qu'au fond, écrire, c'est vouloir sauver d'autres hommes avec soi. Et ça, c'est tout de même extraordinairement frappant et extraordinairement scandaleux aux yeux des littérateurs ordinaires qui refont toujours la même chose depuis 2 siècles, sans se rendre compte que c'est fini, depuis. Et c'est la mort qui se répète, et qui se répète dans cette espèce de comment dire, de la sécheresse indéfinie, de ce qui cette répétition sans fin, et qui n'a aucun regard pour les autres et pour le salut des autres. Parce qu'en définitive, c'est ça, Lerne. Pourquoi écrire? Pourquoi penser? Sinon, pour sauver ceux avec qui on est embarqué, sauver d'autres hommes avec soi. C'est même pas sauver soi-même, comme, je sais pas, moi, un quelconque romancier catholique pourrait songer à le faire, comme si le salut était une affaire était un conception, j'allais dire, onaniste du salut. Bon, non, sauver, le salut, c'est une affaire, on se sauve avec quelqu'un. On dit que Dominique de Roux a été un gaulliste révolutionnaire, c'est parfois un cliché. Apparemment, le gaullisme, aujourd'hui, peut apparaître comme une forme morte. Donc peut-être que Pascal Sigoda va nous expliquer que c'est dans le cas de Dominique de Roux, il n'a pas épousé une forme morte. Et nous avions aussi, il y a près de 20 ans, publié un volume politique de Dominique de Roux, notamment avec notre ami Didier da Silva, qui est présent ici. Malheureusement, cet ouvrage est épuisé. On en trouve quelques exemplaires sur Internet. Voilà ce que je peux vous en dire très rapidement. En introduction, je voudrais relire un morceau de
La quatrième de couverture dit immédiatement « L'éclat d'un instant de vérité, saisi sur l'être à l'instant même où il s'apprête à s'évanouir, tels ces poissons d'argent qui sautent de l'onde noire dans les imageries du zen, là où est la vraie vie, qui pourtant est ailleurs. » Cet extrait un peu rabaldien m'inspire parce que le risque pour nous, disons, c'est de figer le vivant avec les meilleures intentions du monde, ce qui m'avait longtemps éloigné des associations d'amis d'eux. Et puis un jour, j'ai rencontré anecdotiquement les amis de Vialat et je me suis aperçu qu'ils avaient un rôle utile. Donc, mais le risque, je le constate tous les jours, c'est de tomber dans la vénération, la glose de la glose, le commentaire du commentaire, les querelles byzantines, les notes de bas de page, enfin tout ce que Dominique de Roux avait dénoncé. Également, il faut constater que Dominique de Roux avait une distance avec la politique et surtout la politique politicienne. Son rapproche reste métapolitique entre Joseph de Maistre et Antonio Gramsci, dans une vision métaphysique qui ne les noyait pas de l'actualité ou de l'action, mais qui empêche qu'on puisse le récupérer pour l'arsenal idéologique d'un tel ou d'un tel. Alors, ce dont je voudrais parler, d'abord, c'est les personnages de Dominique de Roux. Alors, évoquer les personnages de Dominique de Roux, ça nous met en position de donner dans le poncif, dans le cliché. Je pense particulièrement au mauvais procès qui a très longtemps lui a fait libération, qui en avait fait un chef d'orchestre clandestin du fascisme européen. Enfin, ce qui était totalement délirant. Dominique de Roux, d'abord, je pense qu'il est possible de l'envisager en gnostique. Il semble que l'idée d'un courant, de ce courant philosophique et mystique, d'un exil de l'homme sur cette terre, émanation d'un mauvais démiurge, ne devait pas lui être étrangère. Il notait lui-même qu'il avait la tangente apocalyptique, et l'on sent régulièrement un sentiment de décadence et de dérédiction du monde moderne. Les gnostiques, on les trouve un peu partout, chez les anarchistes, les fascistes. C'est pas une classification politique. Le prophète politique n'est pas ignoré. Moi, en relisant certains textes, j'ai pu voir qu'il avait très tôt annoncé la chute de l'Union soviétique vers 1990. À l'époque, de bons professeurs d'université nous disaient que le communisme allait tomber vers 2050. Bon, maintenant, plus personne ne s'en souvient. Il y avait également le cas du Québec. Quand il a visité le Québec après le général de Gaulle, on était en pleine montée du souverainisme. On pouvait penser que peu à peu l'indépendance serait prise. Et lui avait noté, il a une formule assez remarquable là-dessus. Il avait dit en gros que le dernier peuple sur la planète à prendre son indépendance, ce serait les Québécois. Eh ben, on ne peut que le constater actuellement. Le pamphlétaire, c'est pour nous important pour le sujet. C'est un genre singulier qui est plus trop pratiqué, qui est à la fois stimulant, brillant, jubilatoire. Enfin, on aime en trouver. Et il l'a amené quelquefois à faire des déclarations brillantes et un peu injustes. Je ne sais pas si aujourd'hui les choses peu agréables qu'il a dit, qu'il a pu dire sur Alain Delon ou Régis Debray seraient totalement validé. Mais ça a pu créer certaines légendes, quoi, ces formules rapides. Et puis, bon, il est évident que Dominique de Roux avait un côté provocateur, facile à monter des supercheries pour leurrer les imbéciles. Enfin, il y a quelques anecdotes que Christian Bourgois m'avait racontées qui étaient assez intéressantes à ce sujet. La célèbre phrase des hussards vus comme les lanciers du ressentiment bourgeois, c'est un peu autre chose. Elle relève d'une analyse qui est pas totalement fausse, c'est-à-dire, à travers le courant des hussards, passer une critique du résistentialisme, à laquelle Jean Paulhan avait adhéré dans son pamphlet dans sa lettre au directeur de la Résistance, et puis en même temps, les hussards, ça reflétait un peu les aigreurs d'une élite sociale qui avait été écartée du pouvoir en 1944 pour ses choix précédents. Ce qui n'empêchait pas que Dominique de Roux ait un intérêt certain pour les auteurs en question. Autre cliché,
mais personnage aussi. L'écrivain, aventurier, voyageur. C'est un concept flou, romantique, folklorique. Une case facile pour ranger Arthur Rimbaud, Laurence d'Arabie, Henri de Montfred, Jacques Landon, et pourquoi pas Jacques Perret et Jean Raspail. Mais bon, là aussi, il y a quelque chose à creuser. Je vois, hein, mais bon. Mais il y a ce côté planétaire. Il faut quand même se souvenir qu'il avait noté la phrase de Gombrowicz sur le fait qu'être français, c'était s'intéresser à autre chose que la France. Et qu'en 1973, il publiait un dictionnaire des littératures étrangères contemporaines aux éditions universitaires. Ce fut aussi un amateur d'avant-garde. Il a dans les années 50 témoigné un intérêt pour l'équipe des Cahiers du cinéma. En 65, les Cahiers Ezra Pound l'ont peut-être amené à travailler sur le vorticisme et le futurisme. En 66, il s'est intéressé à l'international situationniste. En 67, il publie le dossiage sur la Beat Generation. En 68, le Cahier de l'air, oui, excuse-moi. En 70, contact avec l'international Hallucinex de Claude Pellieu, Jean-Jacques Lebel et William Burroughs. Au début de 70, il y a eu un projet de Cahier de Lerne avec Raphaël Sorin et Gérard Guégan de Champ Libre sur la stratégie militaire des anarchistes. En 73, il y a eu un échange de publicité avec un groupe de poètes autour du père Haddad. Bon, un ensemble qui témoigne d'une curiosité intellectuelle qu'on pourrait trouver chez un penseur, écrivain libertaire. L'éditeur sera le dernier de nos personnages. L'éclectisme de son catalogue, l'aspect exemplaire de son activité professionnelle, sa liberté de penser sont des aspects très positifs. Mais il demeure que pour publier un grand texte, ou un de ceux qui sont des révélations, il a pu rencontrer les personnages les plus sulfureux, ce qui immédiatement aurait été classé dans le dossier à charge de la police de la pensée. Sa bibliothèque n'est pas une bibliothèque de militants. Ses archives sont pauvres en tracts. Pour la joie d'anecdote, on y trouve en 58 un exemplaire d'un comité ouvrier pour l'appel à De Gaulle, en 66 des documents de l'International situationniste, en 73 des éléments sur un congrès d'anciens combattants portugais d'outre-mer qui ont l'air assez à droite, et en mai 76 le numéro 1 du journal national révolutionnaire, Année zéro de François Duprat. Les échanges de publicité ne sont pas nombreux, avec la quinzaine littéraire de Nadeau, l'appel d'Olivier Germain Thomas, les éditions Simbad de Pierre Bernard, militant pro-arabe et gaulliste de gauche, et puis également il y a un projet de publicité entre Exil et Nouvelle École. Sa participation à des journaux politiques militants est rare. En 63 paraît un texte dans l'Esprit public, revue proche de l'OS. 65, un texte dans l'Événement du gaulliste extrême gauche Emmanuel Dacier de la Vigerie. En 68, Notre République, publication gaulliste de gauche. En 70, L'Écho de Touraine de Michel Debré, très connu. Et la Tribune communisante, la Tribune des Nations qui est communisante. En 74-76, un article dans Témoignages chrétiens et 2 dans l'Appel, revue gaulienne très orthodoxe d'Olivier Germain Thomas. En 77, un entretien avec Correspondance européenne du bulletin René Auté de Tendance nationale révolutionnaire, dont les sympathies tercéristes pouvaient rejoindre d'autres tendances de la partisan de la troisième voie internationale. En 56, au cours d'un séjour de travail en Espagne, il adhère à la Phalange, c'est-à-dire la Phalange de Franco, hein, très mise au pas. Et ce qui curieusement nous fait penser au séjour de Bernanos et de ses fils. Et un peu plus tard, Dominique Deroux publiera un cahier sur Léon Bernanos et sera l'ami de son fils Michel. Cette adhésion s'est faite en liaison avec la question de l'Algérie française. Bon, l'Algérie française, évidemment, maintenant, vue de loin, ça sous-tend souvent une opinion d'extrême droite. C'était quand même quelque chose qui était largement, en 58, la majorité des Français y adhéraient.
En 57, les partis de gauche, dont le Parti communiste, avaient voté les crédits pour l'envoi du contingent en Algérie, ce qui ne montre pas un anticolonialisme très virulent. Et bon, c'était une idée assez générale. La question de l'OS est autre. Bon, maintenant qu'on commence à avoir une vue un peu plus mesurée et documentée, bon, il apparaît que ce mouvement dépassait largement l'extrême droite, avec Bidault président des deux CNR, ses officiers dont certains étaient héros de la résistance, déportés voire compagnons de la libération, ces communistes formant la base des commandos Delta. Ce qui est moins connu, par contre, c'est qu'une partie de l'extrême droite, souvent royaliste, refusa le pari de l'OS. Ces gens-là ne refusèrent pas, évidemment, la solidarité envers les nouveaux proscrits, mais ne furent pas de leur combat. C'est peut-être la position de Dominique de Roux. L'élection présidentielle de 65 fut l'occasion d'une vaste recomposition et des revirements intéressants. De Gaulle reçut à cette occasion l'appui sur sa gauche des maoïstes du Centre marxiste-léniniste de France, la première organisation Mao en France, et de 29 personnalités de gauche et d'extrême gauche qui publièrent un manifeste à cette occasion. Et il reçut aussi sur la droite l'adhésion du groupe Nouveau Régime de Pierre Boutan, allié à la droite des gauchistes de gauche. Là, on est un peu dans les perversions des classifications politiques. Tandis que les responsables de la Restauration nationale diffusaient discrètement et téléphoniquement des consignes de vote en faveur du général de Gaulle, ce qui a été raconté par Renouvin. Il faudrait examiner les étiquettes dont on a essayé d'affubler Dominique de Roux. Gaulliste de gauche, maoïste de droite, royaliste de gauche, anarchiste de droite. Alors ces fantaisies ont au moins un point positif. Elles reconnaissent une opinion à deux dimensions, au-delà de la droite et de la gauche, qui conserverait droite et gauche et dont nous devons reparler. Il faut d'abord signaler cette question de l'anarchisme de droite, sur lequel j'ai travaillé avec Didier Da Silva, qui me semble une classification très impropre. En gros, nos recherches nous ont amené aux conclusions suivantes. Ce n'est pas un sujet facile à cerner. L'historien Pascal de Horry, que je connais, s'est un peu cassé les dents sur le thème. Il y a, dans l'anarchisme de gauche, il y a un côté folklorique. Il y a eu ce groupe des aristocrates libertaires qui s'était monté en 1987 à Sciences Po, qui avait fait un livre chez Grasset. Il y a une petite secte qui s'est appelée Actual Hebdo, qui faisait une sorte de Charlie Hebdo d'extrême droite. Et ensuite, ça s'appelait Révolution droitiste et ça doit regrouper 5 personnes. Ce qu'il y a, en gros, il y a deux choses dans l'anarchisme de droite pour moi. Il y a, d'une part, une microscopique tendance de l'extrême droite, qui inclut dans son arsenal idéologique à la fois des penseurs anarchistes et des penseurs fascistes. Ils sont quelques dizaines en Europe. Et ils visent à la constitution de petits territoires qui seraient socialement autogérés, mais unitaires sur le plan ethnique. Bon, je cite ça un peu pour l'humour. En second lieu, et là c'est plus détestable, c'est une étiquette pour journalistes pressés et qui est accolée à toute une série de personnes inclassables, des révoltés pessimistes, des irréguliers, et qui n'a aucune consistance réelle. Et alors ça, moi je trouve que c'est une classification vaine concernant Dominique de Roux. Il faut se souvenir qu'il reprend la formule d'Ortega y Gasset, et qui a été reprise par 5 ou 6 personnes à travers le XXe siècle. Être de droite ou de gauche est une forme d'hémiplégie politique. Et cela, ça pose la question du ni droite ni gauche. C'est une formule dont le fascisme, le centrisme, à cause du fédéralisme européen, et le gaullisme se sont réclamés. À l'origine, sans doute, l'ouvrage Les non-conformistes des années 30, selon l'ouvrage de Jean-Louis Lobel-Elbel en 69, qui pour moi est un grand livre, qui a décrit et analysé les 3 courants, jaune-droite, ordre nouveau et esprit. Cela m'a permis, en son temps, d'écrire dans l'Europe en formation,
revue des fédéralistes européens. Tout simplement, pas par sympathie pour leur thèse, mais pour défendre Alexandre Mark Lipiansky, dirigeant de l'Ordre Nouveau et mis en cause par les historiens israéliens Zev Sternhell, pour qui tout ce qui était ni droite ni gauche, c'est-à-dire Barès, le Cercle Proudhon, les non-conformistes et bien d'autres, relevait peu ou prou du fascisme, proto-fascisme, ou fascisme parallèle, enfin, etc. Ce qui m'a toujours semblé une thèse plus partisane que scientifique. Au passage, Alexandre Mark Lipiansky m'avait à l'époque signalé que De Gaulle avait participé à des réunions de l'Ordre Nouveau, en même temps qu'il était toujours proche des groupes catholiques de gauche et du cercle du colonel Mayer, son mentor, un officier juif socialiste non-conformiste. Le gaullisme de Dominique de Roux reste singulier. Il a été peu aimable envers les coloniaux, l'Action française, le prétendant au trône, Pétain, la vieille extrême droite, les hussards, mais aussi l'UDR, la vieille droite de l'argent, pompidolienne et giscardienne. La seule internationale qui tient est celle de l'argent, disait-il. On pense à la formule gaulienne, je n'aime pas les communistes parce qu'ils sont communistes, je n'aime pas les socialistes parce qu'ils ne sont pas socialistes, et je n'aime pas les miens parce qu'ils aiment trop l'argent. Donc un gaullisme, oui, hors des appareils politiques, des partis, un gaullisme idéal et transcendantal. Ce qui m'y fait penser, c'est la lettre que Simone Veil a envoyée en 1935 à Georges Bernanos, pour lui dire qu'elle avait combattu dans le rang des anarchistes de la CNT en Espagne, qu'elle l'approuvait grandement d'avoir écrit Les grands cimetières sous la lune, d'avoir dénoncé les crimes franquistes, et qu'elle avait constaté des massacres semblables par les républicains. En 1940, ils rejoignent tous les deux la France libre, et rédigèrent ces maîtres livres, L'enracinement et la France contre les robots. Le gaullisme de Dominique de Roux, c'est celui d'international gaulliste, qu'il mit en pratique au Portugal et en Angola. On peut situer un peu dans ce cadre les gens qui, dans les années précédentes, ont mené des actions au Québec ou dans les pays arabes, comme Philippe Rossillon et Lucien Mitterrand. En conclusion et en complément d'un gaullisme de troisième voie, révolutionnaire si on veut, il serait bon de réfléchir à Dominique de Roux anti-moderne, c'est-à-dire selon la classification d'Antoine Compagnon, une personne qui refuse d'être conservateur et progressiste et dans le train de la modernité et en même temps son détracteur le plus sévère. Ces exemples d'ailleurs d'Antoine Compagnon sont des écrivains et le premier d'entre eux, Baudelaire. Voilà. Géopolitique, plus poésie. Le jeu de mots n'est pas de moi. J'emprunte ce néologisme à l'écrivain spiritualiste à tendance chamanique, Kenneth White, en le détournant de son sens au passage. Dominique de Roux s'était fait une certaine idée du gaullisme, de la même manière que De Gaulle, et je vous renvoie à la première phrase de ses mémoires, s'était toujours fait une certaine idée de la France. En 1967, l'année du discours historique de Gaulle à Montréal et de la sortie de la France de l'OTAN, De Roux publie l'écriture de Charles de Gaulle. L'essai, d'un abord difficile, lorgne ostensiblement vers le scénario. Je parle sous votre autorité, bien sûr. Plus qu'une analyse, avec ce que cela suppose de démonstration, l'écriture est une intuition étirée sur une centaine de pages, moitié manifeste, moitié prophétie, adressée au parti gaulliste. Dominique de Roux veut croire en un avenir planétaire du gaullisme. Ni Franco, ni Salazar, ni l'équivalent d'un quelconque dictateur sud-américain, dont les régimes se caractérisent par un repli quasi autistique de la scène internationale et l'allégeance aux géants américains. De Gaulle, nous dit de Roux, apporte au monde un message révolutionnaire qui, loin devant ceux de Mao, Nehru, Tito et Nasser, les fusionne et les transcende tout à la fois. Révolutionnaire, De Gaulle l'est une première fois selon de Roux, lorsqu'il réinvente dans ses mémoires le rapport entre les mots et la réalité historique. La tension intérieure qui n'a cessé d'animer De Gaulle durant toute sa vie modifie sa relation aux mots, libérant son écriture des contraintes de style. Le discours gaullien n'est plus la reproduction esthétisante d'une vision, mais l'expression et l'incarnation de sa parole vivante, ce qui rejoint ce que disait M. Barthelet. Je cite Dominique de Roux, « l'identification tragique de l'action rêvée et du rêve en action ». Quand De Gaulle parle, déjà il agit et fait agir l'histoire.
Ces mots charrient et ordonnent l'histoire en marche. Traduit par De Roux, cela donne cette citation explicative. À une histoire vivante ne sied pas la lettre morte du style, mais les pouvoirs vivants de la réalité d'une écriture, de la réalité agissante dans un but quelconque. Alors qu'est-ce que le gaullisme dans ces conditions? Réponse de Dominique de Roux. Le dialogue profond que De Gaulle poursuit sans trêve avec l'histoire se nomme gaullisme, dès lors que d'autres veulent en faire leur propre destin. Le gaullisme n'est pas un programme de politique intérieure, mais l'adhésion révolutionnaire, à la fois mystique, d'un homme seul, qui considère la France, et non les Français, comme la finalité de son action. Or, une révolution d'ordre spirituel autant que temporel ne se conçoit pas sans l'adhésion du corps national tout entier. L'action révolutionnaire totale ne peut s'enraciner que si l'ensemble des couches sociales qui composent la nation s'impliquent. Là où le socialisme oublie le nationalisme occulte le social, De Gaulle annule cette dialectique par l'idée capétienne, reprise à Michelet et à Péguy, de nation vivante dans la société vivante. Le principe participatif doit accompagner le mouvement de libération des masses par la promotion historique du prolétariat. Ce que De Roux nommera quelques années plus tard dans La jeune fille au ballon rouge, le socialisme national gaulliste. La France est donc, selon le statut ontologique que De Gaulle lui fixe, accomplissement et mystère, l'incarnation vivante de la vérité de l'histoire dans sa marche permanente. Dominique de Roux l'écrit, De Gaulle ne sert ni l'Église avec Bossuet, ni la contre-révolution avec Maurras, mais la monarchie universelle, cette monarchie temporelle, visible et invisible qu'on appelle empire, qui rejoint ce que disait notre ami François Bousquet tout à l'heure. Dante exaltait dans son De Monarchia cette principauté unique s'étendant avec les temps sur toutes les personnes. Seul l'empire universel une fois établi, il y a la paix universelle. Car la révolution gaulliste, nouvelle révolution française dans l'idée que s'en fait Dominique de Roux, ne peut que conduire à la révolution mondiale, rebaptisée par lui Pax Franca. L'époque, estime de Roux, réclame un nouvel appel du 18 juin, à résonance mondiale, anti-impérialiste et internationaliste, à destination de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique latine. Appel dont la déclaration de Brazzaville deviendrait, au regard de la postérité, l'annonce. Un tel acte placerait alors De Gaulle dans la position d'un super Mao, ambition partagée pour lui Malraux, seul en mesure d'ébranler la coalition des impérialismes matérialistes américano-soviétiques. Politico-stratégique suprême de la France, plaque tournante, axe immobile et l'empire du milieu d'une unité géopolitique au-delà des frontières actuelles de notre déclin, unité dont les dimensions seraient à l'échelle de l'Occident total, dépassant et surpassant la division du monde blanc entre les États-Unis, l'Europe et l'Union soviétique. Le plan d'ensemble du gaullisme géopolitique, tel que Dominique de Roux l'articule, se découpe en 5 zones stratégiques, plus une d'appui et de manœuvre, en place ou à créer. Renforcement du bloc franco-allemand, selon la fidélité historique au devenir éternel de l'Europe. Dégager le sud-est européen de l'Empire soviétique, afin de stopper l'action de l'URSS, et de l'obliger à composer pour se mouvoir stratégiquement, dégager le sud-est asiatique de l'Empire américain, afin là aussi de stopper l'action des USA, et de les obliger à composer pour se mouvoir également stratégiquement, faire jouer à l'Amérique latine le rôle de lien entre la conscience occidentale et le tiers-monde par l'action des forces révolutionnaires sur le terrain, empêcher que le Canada ne devienne une base impériale extérieure des États-Unis, et soutenir secrètement l'Inde contre la Chine pour des raisons d'ordre spirituel, la Chine représentant la matérialisation de l'esprit, quand l'Inde incarne depuis toujours le primat du spirituel sur la matière. L'expansion du front gaulliste mondial, requérant que soit attisé le maximum de foyers, il apparaît nécessaire que partout où se trouvent des zones de confrontation idéologique et d'oppression des minorités, l'on soutienne la révolution au nom de ce que De Roux appelle le troisième état gaulliste. 6 zones de friction retiennent son attention, en raison de leur idéal nationaliste révolutionnaire, conforme aux aspirations gaullistes, et pour leur situation géostratégique de déstabilisation des blocs. De Roux ne le sait pas encore, mais viendront bientôt s'ajouter à sa liste le Portugal et ses possessions lusitaniennes d'Afrique, Angola, Mozambique, Guinée-Bissau. Je le cite. 1. Le combat pour la libération nationale et sociale de la Palestine, clé de voûte de la paix au Moyen-Orient et de la présence pacifique de la France en Méditerranée. 2. La mise en marche immédiate de la conférence pan-européenne pour la sécurité et la coopération continentale. 3.
le combat pour la libération nationale et sociale de l'Irlande catholique. 4. La relance du soutien international aux combattants du Québec libre pour la sauvegarde de son être national propre. Vu ce que nous en a dit M. Sigoda, on peut imaginer que dès l'année suivante, il n'y croyait déjà plus. 5. Appui inconditionnel au Bangladesh. 6. Partagé avec Malraux. 6. Insistance sur la tâche prioritaire des enclaves de langue française comme relais de la subversion pacifique mondiale. Il conviendra donc d'intensifier les contacts avec toutes les forces révolutionnaires en présence sur le terrain. Ainsi seulement, la vocation gaullienne accomplie rejoindra sa destinée, celle du libérateur contre les internationales capitalistes et marxistes, ouvertement impérialistes, qui soutient et permet toutes les luttes de libération nationale et sociale, toutes les révolutions identitaires et économiques. Dominique Deroux toujours, répondant au magazine littéraire en 1971, « Aujourd'hui, la tâche révolutionnaire d'avant-garde exige effectivement la création de 2, 3, 4 Vietnam gaullistes dans le monde. La force du gaullisme, nous dit Deroux, réside dans le fait qu'il apporte contre les a priori idéologiques, une solution qui s'inspire de l'histoire, des traditions nationales de chaque pays, de leur spécificité sociale. Participation gaulliste, troisième voie péruvienne, socialisme arabe. Deroux, qui s'est rendu dans l'Égypte socialiste de Nasser, a vu une troisième voie arabe indépendante, qui est possible en Afrique. On sait qu'il écrit en 72 un essai dithyrambique intitulé Gamal Abdel Nasser, mais qui ne paraîtra qu'en 2000 aux éditions L'Âge d'Homme. 40 ans après, quel crédit accorder aux spéculations géopoétiques du barde impérial Deroux? Lui-même reconnaissait interpréter la pensée gaulienne, en révéler le sens occulte. Exemple, la France, je cite, pôle transhistorique du milieu, dont Charles de Gaulle ne parle jamais, mais que son action et son écriture sous-entendent toujours. Quand il évoque l'existence d'une centrale d'action internationale gaulliste, en préambule au premier numéro d'une collection avortée qui devait s'intituler International gaulliste, c'est un souhait ardent que Deroux aimait avant d'être une réalité. Déjà, le romancier a repris ses droits sur l'essayiste. Dans La jeune fille au ballon rouge, publié en 78, Deroux nostalgique revient sur De Gaulle une dernière fois. Parlant de De Gaulle, il avait osé penser la France en termes irrationnels et la mener. Si De Gaulle a mené un combat entre la vérité historique ultime et les circonstances historiques de cette vérité, l'après-gaullisme représente l'échéance d'une ère. L'avenir de l'Occident ne pourra plus se définir que par rapport à l'action personnelle de De Gaulle. Le gaullisme ayant posé les bases de l'histoire nouvelle, l'après-gaullisme est la période à partir de laquelle se confronteront ceux qui poursuivent son rêve et ses opposants, ceux qui refusent sa vision. Pas d'après-gaullisme donc, seulement le face-à-face, gaulliste contre anti-gaulliste. Il n'y a de gaullisme qu'en De Gaulle. De Gaulle lui-même devient l'idée dans l'histoire vivante, ou même au-delà de l'histoire. Pour préserver l'authenticité de la geste gaulliste, il faut conserver le vocabulaire de l'efficacité gaulienne. Qu'importe alors la défaite formelle du gaullisme en France et dans le monde, écrit Dominique Deroux dans Ouverture de la chasse en juillet 68, si à sa fin, le gaullisme a fini par l'emporter au nom de sa propre vérité intérieure, à la fois sur l'histoire dans sa marche dialectique et sur la réalité même de l'histoire. L'écriture de Charles de Gaulle est au fond un roman, le roman de ce que la France aurait pu devenir si son personnage principal avait été entendu. Je vous remercie de m'avoir écouté. Raymond Abellio, dans sa préface du Cinquième Empire, ne s'y était d'ailleurs pas trompé, en rappelant l'importance du culte de l'Esprit Saint au début du XIVe siècle, en même temps que le Portugal entrait dans sa période héroïque, annonciatrice de sa splendeur tragique. Luis de Canoes, guerrier querelleur et humaniste à bandeau sur l'œil, racontera dans les Lusiades cette épopée que Dominique Deroux ne pouvait pas ne pas avoir lue. Sébastianisme et Cinquième Empire seront les gardiens de l'entrée de Dominique Deroux dans la dernière saison de sa vie, celle de l'accomplissement et de l'achèvement, car comme il le signifiait dans son dernier entretien, c'est à travers la mort que la littérature devient action révolutionnaire. Alors, pour comprendre ce qu'est le sébastianisme, encore faut-il l'expliquer. Qu'est-ce que le sébastianisme ? En 1554, né à Lisbonne, Sébastien Ier de Portugal, il est le fils posthume, son père était décédé 3 semaines avant sa naissance, le fils posthume du roi Jean-Manuel et surtout le petit-fils de Manuel Ier, le roi aventureux. C'est de ce dernier d'ailleurs qu'il héritera probablement la mise en perspective mythique et millénariste de l'Empire portugais, à cette différence que le grand-père s'appuyait sur des victoires réelles et son père
et son petit-fils, échouera véritablement sur une illusion. Le célèbre portrait que le peintre humaniste Cristóvão de Moraes a fait de Sébastien Ier, et qui devait être offert au pape Pie V, dénote en effet des traits de caractère très singuliers. Il était grand, blond, un regard bleu, belliqueux et courageux, mais il était aussi ombrageux, immature, caractériel et capricieux. Les chroniqueurs de l'époque dresseront du roi vierge un portrait assez peu flatteur pour sa postérité, mais largement corroboré par les meilleurs historiens contemporains. Mal conseillé politiquement par une camarilla de mignons flattant son égocentrisme, le roi chevalier entreprend, profiter, c'est-à-dire au nom de la foi, et après que la flotte portugaise cheminant vers Lépante ait été détruite par une tempête prédestinée, d'assurer sa gloire terrestre en dominant, sous l'opportune désignation de croisade, les côtes marocaines, tremblant à raison pour l'encerclement du royaume portugais par la puissante Espagne philippine d'une part et par les musulmans d'autre part. Tout fut hélas perdu, et il faut l'œil et l'esprit d'un réalisateur comme Manuel de Oliveira dans son film Non ou La vaine gloire de commander pour saisir la perplexité de l'événement qui déclenchera une crise dynastique majeure, la mise sous tutelle du pays par l'Espagne et la naissance d'un des plus beaux mythes politiques de tous les temps, annoncé d'ailleurs quelques années auparavant par un illuminé, un vrai Nostradamus portugais qui s'appelait Bandara. Alors historiquement, la défaite de Xar el-Kébir fut évidemment un désastre, un rêve barbare et ensanglanté, celui d'un roi anachronique à la personnalité instable et immature qui sacrifia la fine fleur de la noblesse portugaise, celle qu'on appelait l'aile des amoureux, sur l'autel illusoire de la défense de la religion. On peut évidemment prendre l'affaire sous l'angle de la science politique, relire avec intérêt les thèses développées par l'historien Raoul Girardet dans son ouvrage Mythes et mythologie politique, et conclure avec plus ou moins de justesse que le sébastianisme, objet politique non identifié, un peu comme les anarchistes de droite, n'est qu'un recours banal, camouflé sous de jolis oripeaux, à l'homme providentiel. Il serait tout à fait possible de ne se contenter que d'une lecture eschatologique millénariste du sébastianisme, de ne voir en lui qu'un messianisme comme un autre, stimulant d'ailleurs, comme Louis XVII en son temps, l'apparition régulière, quoique cocasse, d'héritiers plus ou moins farfelus, tout cela devant être replacé dans le contexte un peu particulier d'un Portugal qui sait, à travers rois, prêtres et écrivains, fabriquer de l'ésotérisme, de l'onirisme, voire de l'occultisme. Cet empire de l'irrationnel, vécu comme un besoin vital de sortir de la noirceur du réel, Dominique de Roux, à l'image de Fernando Pessoa, n'en est pas loin. Ce dernier, cultivant ses contradictions en faisant fleurir les hétéronymes, trouvera un écho indirect chez Dominique de Roux, qui ressentait lui aussi un besoin incessant d'être un autre, plusieurs autres, et qui publie Message, l'un des poèmes les plus énigmatiques de Fernando Pessoa. Le sébastianisme traversera comme une flèche, je ne fais pas de jeu de mots, les écrits de l'époque de Dominique de Roux, et pourquoi pas sa chair d'homme, quand il commence en Suisse, au Portugal ou en Angola, une nouvelle vie après sa mort parisienne, après sa période mondaine, quand il cherche à se dégager de ce qu'il décrivait comme étant la terreur du crétinisme centralisé. En publiant dans Exil des écrits consacrés au Portugal, à Pessoa, en éditant des auteurs portugais comme Natalia Correa. C'est là en réalité que se joue le nœud sébastianisme de la vie de Dominique de Roux, car imperceptiblement, il entame là sa dernière vie. Et la saudade portugaise déteindra sur lui, puisque la nostalgie d'une gloire passée, celle du Portugal, n'est en fait que la nostalgie visionnaire de sa vie à lui. Car enfin, il y avait bien un climat qui le poussait à l'exil. Oui, le crétinisme ambiant, mais aussi une publication qui fit scandale immédiatement, nous en avons abondamment parlé, qui provoquera son départ des presses de la cité. Des rencontres, il y en aura, qui bouleverseront sa vie, comme celle de Jonas Savimbi, le leader de l'UNITA, et surtout Antonio de Spinola, le gouverneur de la Guinée portugaise, un hypothétique De Gaulle portugais, l'homme à la peau blanche et au cœur noir. Et aussi une porte de sortie inopinée, au début des années 70, une sortie inopinée, donc une destinée, la réalisation de reportages consacrés aux guerres coloniales portugaises. L'exil, l'absence, si souvent j'ai pris congé, l'injonction du « il faut partir », tout cela ne relève-t-il pas d'une fuite belle et désirable? Dès lors, la vie de Dominique de Roux va entrer dans sa très personnelle saison sébastianiste. À mesure qu'il découvre le Portugal et son histoire, qu'il en appréhende la part occulte et mythique,
À mesure qu'il se détache de la vie terrestre des faux éditeurs, de la démente industrie universitaire, auquel je viens d'échapper moi-même à l'Institut catholique de Paris, et de la tantouserie parisienne, il va secrètement en épouser l'essence même, celle de la puissance invisible, de l'empire véritable annoncé par le Nostradamus portugais Bandara, celui du Saint-Esprit, partout présent, visible nulle part. Par ce biais, Dominique de Roux, qui arrive à un moment de sa vie où il est usé, trouve à se renouveler. Politiquement ensuite, avec son hypothétique international gaulliste, Dominique de Roux est bien le seul d'ailleurs à penser l'après-gaullisme autrement qu'en termes d'équilibre des pouvoirs institutionnels ou de technostructure. Il veut surtout faire perdurer la vision gaullienne de la France et du monde, mais pas dans le sens du commissariat général au plan. Gaulliste révolutionnaire, il pense troisième voie, fait la jonction avec le Cinquième Empire, l'universalisme et la tricontinentale, à un moment où Nixon demande au général Westmoreland de noyer les Vietnamiens sous des trompes d'eau en faisant sauter les barrages du Vietnam sur le fleuve jaune. Il prépare déjà la mise à mort d'Allende par des coups de casserole et les missiles Pershing en Europe. Insoumis et insurrectionnel, Dominique de Roux attise les vents révolutionnaires du mouvement des forces armées et complote avec Othello de Carvalho, à mon avis bien moins intéressant que Salgado Maya. Enfin, on pourra en reparler. Cette politique-là lui plaît parce qu'elle requalifie les marges de la politique et redonne goût aux conspirations à l'ancienne quand la France s'ennuie avec des slogans politiques convenus. Et oui, les jeunes avec Giscard. Mais Giscard était autrement révolutionnaire que toute, excusez-moi l'expression, que toute la putasserie bourgeoise et 68A qui est arrivée au pouvoir le 8 mai 2017. Enfin, littérairement, le sébastianisme est un magnifique objet de démesure, une ouverture des possibles, de tous les possibles, c'est-à-dire une utopie qui soulage. Comme tout est fini à Paris, eh bien tout peut recommencer ailleurs, dans les bars interlopes de Lisbonne ou dans la savane angolaise, bref, le frêle Dominique en frelon de la propagande savilienne, les moustiques en prime. Alors, écrivant le Cinquième Empire, qui est en réalité l'empire final de l'au-delà des temps portugais, Dominique de Roux vient réveiller, hélas perturbé par la marche rhumatismale d'un monde sans espoir de salut, c'est-à-dire une marche libérale. Le sébastianisme n'est qu'une clé pour comprendre le Dominique de Roux qui entre dans le théâtre l'ombre de la politique portugaise du printemps marcelliste, puis de la révolution des Eunuques. Là encore, parler de théâtre prend tout son sens. Chaque protagoniste, militaire marron, politique véreux, espion de pacotille, syndicaliste pour rire, est l'acteur ou le spectateur plus ou moins conscient d'une tragédie réelle à l'œuvre, celle de la fin d'un monde bientôt avalé par la terreur libérale impie, qui s'offrira en prime le luxe de s'essuyer les pieds sur le dernier empire de l'histoire des hommes, fossile pour les uns, éternel pour d'autres. Rien de plus opposé au sébastianisme que l'esprit américain. Les directeurs de la CIA qui se succéderont n'auront de cesse de s'acharner à saboter le monde de l'esprit du Quint Empire, défendu par un autre illuminé, le père Vieira, mais le Portugal sait en produire. Finalement, c'est l'honneur d'un écrivain comme Dominique de Roux que de défendre des actes historiques au mépris de la modernité. Le Cinquième Empire, son dernier ouvrage, ou le sébastianisme, c'est donc un peu la même chose. C'est l'or des fous, des chercheurs d'espérance et de lumière, mais il n'est en réalité qu'un vil métal, et tant pis pour ceux qui, pour reprendre Pény, ne croient pas forcément que la mystique se déverrouille en politique. Le sébastianisme abuse d'ailleurs plus souvent qu'à son tour les étranges étrangers, Fernando Pessoa, le premier, qui est le moins portugais de tous les écrivains portugais, dans son énigmatique message, James Joyce, les exilés du nazisme, Joseph Roth dans sa chambre minable à Lisbonne, Éric Maria Remarque, Antonio Tabucchi et Michel Léon, qui habitait Lisbonne lui aussi. Bref, tous ceux qui, à travers les siècles et la vérité des livres, comme Dominique de Roux, crurent sincèrement que le sébastianisme était une politique possible imaginée, il suffit de relire l'Exarque au Cinquième Empire. Car un vrai Portugais, homme de discrétion et de décence, cette incarnation ontologiquement orwellienne ne peut pas sérieusement croire que par une matinée brumeuse, la silhouette élancée, drapée d'or et de velours du sauveur du Portugal remontera les quais le long du Tage et redonnera au Portugal sa place première, celle qu'il n'aurait jamais dû laisser. Cette métaphore en vaut bien une autre, cette prétention est incroyable, et c'est sans doute pour cela que Dominique de Roux y a cru. Alors pour conclure, je dirais qu'il y a des hommes de l'éternel départ comme il y en a de l'éternel retour, et Dominique de Roux, perdu de réputation ou déjà pendu à Nuremberg, démontre qu'en fait ce sont les mêmes. Le sébastianisme n'est donc rien d'autre au fond que cela, une fragile aventure humaine aux prises avec un destin récalcitrant, c'est-à-dire un destin tout court. Faut-il alors conclure sans doute un peu abruptement en disant que le sébastianisme c'est l'espoir des moribonds,
Le dernier souffle de celui qui râle avant de mourir. Mourir, oui, mais lentement, aurait dit Don Sébastien, lui-même à l'agonie dans la poussière brûlante de la bataille des Trois Rois. Mais est-ce seulement vrai? À ce titre, la lecture de l'Incipit du dernier numéro de la revue Exil, les numéros 8 et 9, datés du printemps et de l'été 1977, confirme l'existence de cette saison sébastianiste de Dominique de Roux. Parlant de l'aventure de sa nouvelle revue, il écrivait en effet « C'est une revue qui permet d'attendre les Cosaques ou le Saint-Esprit ». Puis, dans le même numéro, il confie à ses interlocuteurs « Ces dernières années, j'ai compris ceci. La littérature et l'action révolutionnaire directe sont toutes les deux des modalités d'approche de la mort. Départ, absence, exil. Au vu de la densité de sa vie, de la radicalité de ses choix, de la ferveur de son être, peut-être Dominique de Roux est-il allé enfin à la rencontre de lui-même, au Portugal et en Afrique. Brûlé au feu du sébastianisme, mort dans son éternelle jeunesse, comme le héros de la bataille des Trois Rois, c'est à travers lui que Dominique de Roux s'est accompli. La mort de Dominique de Roux est une apocalypse, c'est-à-dire une révélation. Nous sommes aujourd'hui le 10 juin, et le 10 juin, c'est la fête du Portugal. Alors peut-être que notre présence ici aujourd'hui n'est qu'un des innombrables retours de Dominique de Roux. Je vous remercie. Il est important pour nous, à Éléments, d'organiser un colloque avec l'association Exil H sur Dominique de Roux, parce que le dernier de Roux est plus gibelin, plus impérial, et assez proche en réalité de ce qu'a été la Nouvelle Droite à la fin des années 70. Il y a énormément de passerelles entre de Roux et Le Grèce, entre de Roux et Éléments, entre Exil, en un sens, et Éléments. Des auteurs qui ont écrit dans une revue et dans l'autre. Donc c'était pour nous plus qu'important en réalité de nous associer, plus que nous associer, de monter sur pied avec l'association Exil H. C'est cet hommage pour les 40 ans de la mort de Dominique de Roux. 40 ans sont passés, mais l'urgence est criante. Personne en dehors de lui, ce qui est quand même effrayant d'ailleurs, personne en dehors de lui, personne ne l'a annulé. Vous savez, le grand mot triste de Monterland, disant Barrès s'éloigne, c'est un article qu'il avait écrit, Barrès s'éloigne. Dominique de Roux ne s'éloigne pas, et je dirais non seulement il ne s'éloigne pas, mais il se rapproche en définitive. Un aristocrate, c'est quelqu'un qui est capable d'agir contre ses propres intérêts. Et d'autre part, un aristocrate, c'est quelqu'un qui n'accepte jamais la défaite. Et précisément, c'est à contrario, exactement l'anti-définition du monde dans lequel nous sommes, qui est bourgeois par essence, je dirais par infernale essence. J'étais très agacé par la manière dont Bernanos lui-même était envahi par les curés. On camoufle, n'est-ce pas, nos angoisses, nos tristesses, nos chagrins, et on veut toujours dire des choses intelligentes, et ça donne la scolastique, la pointe, n'est-ce pas, de la pyramide. Et Gomovitch dit, n'ayez pas peur de dire des bêtises, montrez-vous sous votre jour le plus faible, c'est par là que vous serez beaucoup plus proches les uns des autres. Les problèmes sont intérieurs. Auscultons-nous, surveillons-nous, faisons attention à notre poumon, faisons attention à notre œil, faisons attention à nos mots. N'ayons pas peur de dire que nous ne connaissons pas, mais simplement sachons regarder une branche, une femme, une pierre, un homme. Ce qui m'intéresse, c'est le talent des autres dans une vie que nous vivons, que nous serons les seuls à vivre, un instant qui nous est donné. La gauche me déteste pour mes ambiguïtés, et la droite me déteste pour de bonnes raisons, parce que, en définitive, je déteste un certain esprit de droite, autant que Bernanos pouvait détester les évêques en blanc et les miliciens. La définition juste de l'aristocratie, qui n'est pas une définition d'être bien né, c'est d'être à l'aise partout, et pauvre ou riche, de ne pas être imposeur et de ne pas être désespéré. Changement des rapports humains que 68 avait compris, mais 68 a été manipulé par l'université et 68 a été retourné au profit, si vous voulez, des nouvelles gloires, des nouveaux antiquaires, Michel Foucault, Deleuze, l'anti-Oedipe et toutes les arlequinades à la parisienne qui se poursuivront éternellement. Le langage se recharge. Je me recharge beaucoup mieux du langage français en écoutant parler un Genevois ou éventuellement un Bruxellois, j'y vais moins, que d'écouter parler dans la rue ici à Paris les uns et les autres qui tous parlent comme l'Express. Il faut que les mots aujourd'hui retrouvent leur sens, c'est-à-dire qu'un verre de vin redevienne un verre de vin et non pas une montagne de papier.
On peut trouver une confluence entre le mot et l'action à partir du moment où on utilise le mot à bon escient et où le mot est un raccourci, où le mot est quelque chose de ce que Pound appelait condensé, en latin condensare, la condensation, le mot fort, le petit mot, mais ce petit mot qui change les choses.